Un garçon a aidé un ancien détenu affamé avec une assiette de nourriture. Plusieurs jours plus tard, il a été choqué de découvrir qui elle était. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Rachel tenait fermement la main de Shelly alors qu'elle marchait sur le trottoir. Le froid de cet après-midi semblait encore plus cruel face à la faim qui les avait consumés pendant des jours. Rachel, au visage pâle et aux yeux enfoncés, regardait sa fille Shelly, âgée de 6 ans, qui portait un manteau usé qui couvrait à peine son petit corps. Ses yeux, autrefois grands et brillants, étaient maintenant sans vie, ne reflétant que le vide de la faim. « Je ne peux plus laisser ma fille souffrir comme ça », pensa Rachel alors que son estomac lui faisait mal et que son esprit tournait à la recherche d'une solution. Elles passèrent devant un magasin de proximité et Rachel s'arrêta. Elle regarda à travers la vitrine les étagères remplies de nourriture. Son cœur battait la chamade et elle sentit les larmes menacer de tomber. « C'est soit ça, soit regarder ma fille dépérir », murmura-t-elle en caressant les cheveux emmêlés de Shelly. Entrant dans l'établissement, Rachel serra son poing si fort autour du pistolet caché dans sa ceinture qu'elle pouvait sentir ses ongles marquer la peau de sa paume. L'arme n'était pas seulement un objet métallique froid, c'était un poids énorme chargé de souvenirs d'une époque où les choses avaient encore un sens. Elle appartenait à Eduardo, son mari, qui avait toujours juré de les protéger de tout, mais qui avait fini par laisser un vide qui semblait s'accroître chaque jour. Rachel sentit sa gorge se dessécher, sa respiration irrégulière par nervosité. Ce n'était pas une femme violente, elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle devrait pointer une arme sur quelqu'un, mais la faim avait le pouvoir de transformer même les êtres les plus doux en prédateurs désespérés. Alors qu'elle traversait les allées étroites du magasin, Rachel sentait les regards des autres clients comme des flèches invisibles. Se saurait-il? Suscitait-il quelque chose? Elle tenta de garder son visage impassible, mais ses yeux, qui parcouraient hâtivement les étagères, trahissaient la tempête qui faisait rage dans son esprit. Lorsqu'elle vit les paquets de viande dans le réfrigérateur, elle sentit un nœud se former dans son estomac. Cette nourriture était tout ce dont elle avait besoin pour arrêter la souffrance de Shelly, au moins pour une nuit. Juste ça, pensa Rachel, essayant de calmer le tourbillon d'émotions. C'est juste ça, je penserai aux conséquences plus tard. En prenant le paquet, elle réalisa que ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le laisser tomber. La texture froide du plastique lui fit frissonner. Ce n'était pas seulement de la viande, c'était la promesse d'une nuit où Shelly ne s'endormirait pas en pleurant, serrant son ventre vide. Alors que Rachel se tournait vers la caisse, chaque pas semblait un test d'endurance. Son esprit criait de renoncer, de faire demi-tour, mais l'image de sa fille, pâle et aux yeux vides, était plus forte que toute hésitation. Arrivant à la caisse, Rachel prit une profonde inspiration. Elle sentit le pistolet froid contre son corps, une présence inévitable qui semblait brûler sa peau. Dans un mouvement rapide, elle dégaina le pistolet et le pointa vers le caissier. Ses yeux, autrefois dépourvus de détermination, brillaient maintenant d'un mélange de peur et de désespoir. Le caissier, un jeune homme à peine âgé de 20 ans, resta figé. Ses yeux étaient grands ouverts et il tenait le scanner de code-barre tremblant dans ses mains. « Je ne veux blesser personne », dit Rachel, et sa propre voix lui semblait étrangère. Il y avait une urgence dans ses mots, une tentative presque désespérée de convaincre à la fois elle-même et le jeune homme que ce n'était pas qui elle était. « J'ai juste besoin de ça, j'ai une fille à la maison. » Sa voix hésita un instant, mais elle continua. « Tu sais ce que c'est que de voir quelqu'un que tu aimes pleurer chaque nuit parce qu'il n'a rien à manger ? Parce que oui, je sais ce que c'est que de se sentir impuissante, de supplier de l'aide et de ne rien recevoir, et je n'en peux plus. Je ne peux plus attendre une aide qui ne vient jamais. » Le silence qui suivit était presque insupportable. Rachel vit le jeune homme hésiter, mais il ne tenta pas de réagir. Ses yeux la regardaient non pas avec colère ou jugement, mais avec ce qui semblait être un mélange de pitié et de compréhension. Elle serra le paquet de viande si fort que ses doigts faillirent déchirer le plastique. Rachel se retourna et courut. Ses pieds touchaient à peine le sol et son esprit était dans un état d'alerte si élevé qu'elle ne sentait même pas son corps à l'extérieur. Le vent froid lui frappait le visage, mais elle ne s'arrêta pas. Elle tira Shelly par la main et les petites jambes de la fillette peinaient à suivre le rythme frénétique de sa mère. Lorsqu'elle atteignit enfin son domicile, Rachel claqua la porte. Ses mains tremblaient encore et elle pouvait à peine respirer. Elle glissa de la porte jusqu'au sol, serrant ses genoux alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Je l'ai fait, ô Dieu, je l'ai vraiment fait. » Le poids de son acte commençait à s'abattre sur elle, mais Rachel repoussa cette pensée. Elle avait quelque chose de plus important à faire.
Shelly la regarda avec de grands yeux innocents. Elle ne comprenait pas la gravité de la situation, mais le faible sourire qu'elle fit suffisait à briser le cœur de Rachel. « Tout ira bien maintenant, mon amour », dit Rachel en se levant et plaçant le paquet de viande sur la table. Elle tenta de sourire, mais l'expression sur son visage ressemblait plus à un masque qu'à un reflet sincère. « Maman va te préparer un délicieux dîner, et demain ?» Rachel fit une pause, ressentant le poids de son propre mensonge. Demain sera un nouveau jour. Elle savait que ces mots étaient plus pour elle-même que pour Shelly, mais elle avait besoin d'y croire, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Mais le moment de soulagement ne dura pas longtemps. Le son des sirènes au loin s'approchait de plus en plus. Rachel sentit son cœur s'arrêter. Il ne fallut pas longtemps avant que la détonation à la porte résonne dans le petit appartement. « C'est la police, ouvrez la porte ou nous serons forcés de forcer l'entrée », cria quelqu'un. Rachel regarda Shelly, qui jouait dans un coin de la pièce avec une vieille poupée de chiffon. Son monde s'effondrait, elle savait qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper. Elle posa la viande sur la table et s'approcha de sa fille. Elle s'agenouilla devant elle et la serra fort dans ses bras. « Shelly, j'ai besoin que tu m'écoutes maintenant. Sois forte, d'accord ? Maman t'aime plus que tout au monde et tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. N'oublie jamais cela. » La porte fut défoncée et les policiers firent irruption. Rachel leva les mains, essayant de paraître calme, mais son esprit hurlait de désespoir. « Je voulais juste nourrir ma fille. Vous pouvez arrêter mon corps mais vous ne comprendrez jamais ce que c'est que d'avoir un cœur de mère, » pleura-t-elle, confuse et effrayée, alors que les officiers l'emmenaient en menottes. L'appartement se tut, à l'exception des sanglots doux de la fillette. Après avoir été attrapée, Rachel fut poussée dans la voiture de police, ses poignets serrés par les menottes qui la gênaient presque pour la circulation normale. Elle regarda en arrière une dernière fois, essayant d'enregistrer chaque détail du visage de Shelly dans sa mémoire. La fillette était à la porte de l'appartement, le visage mouillé de larmes et les yeux grands ouverts, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Rachel voulait crier, promettre qu'elle reviendrait, mais elle savait que tout mot à ce moment-là sonnerait creux. Le moteur de la voiture rugit et la voiture de patrouille s'éloigna, laissant derrière elle le silence étouffant d'une maison vide. En route vers le poste de police, Rachel tenta une nouvelle fois de faire appel aux officiers. « Je demande ça non pas pour moi, mais pour ma fille. Vous ne pouvez pas la laisser seule. Avez-vous des enfants? Savez-vous ce que c'est que de n'avoir rien à leur offrir? S'il vous plaît, laissez-moi au moins m'assurer qu'elle est en sécurité, c'est tout ce que je demande. » Sa voix était pleine de désespoir, mais les hommes en face d'elle gardaient les yeux fixés sur la route, impassibles. L'un d'eux répondit finalement, court et indifférent, « Ce n'est pas notre problème, madame. Les services sociaux s'en occuperont. » Rachel sentit son estomac se tordre, comme si elle avait reçu un coup direct à la poitrine. Au tribunal, la scène était encore plus cruelle. Rachel fut placée devant un juge qui semblait être là uniquement pour accomplir son devoir, indifférent aux détails ou au contexte de l'affaire. Le procureur décrivit Rachel comme une femme dangereuse et irresponsable qui mettait la société en danger, ignorant complètement le désespoir qui l'avait poussée à commettre ce crime. Lorsque Rachel tenta de se défendre, sa voix fut presque noyée par le murmure dans la salle. « Je sais que voler est mal, mais ma fille avait faim. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Savez-vous ce que c'est que de voir un enfant s'endormir sans manger pendant des jours? Je ne suis pas une criminelle, je suis une mère qui ferait n'importe quoi pour protéger son enfant. » Cependant, les mots de Rachel semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. La sentence fut sévère et rapide, 5 ans de prison. Rachel pouvait à peine assimiler le temps qu'elle passerait incarcérée, car la véritable douleur venait juste après. Quant à la fille de l'accusé, elle fut envoyée dans un orphelinat car aucun proche n'était disponible pour en assumer la garde. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Rachel comme un coup de marteau. L'image de Shelly seule, effrayée dans un endroit étrange, était plus cruelle que n'importe quelle cellule ou menotte. Rachel ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de tomber. Elle ne voulait pas montrer de faiblesse, mais à l'intérieur, elle se sentait brisée. Les jours en prison se transformèrent en semaines et les semaines en mois. La routine était épuisante et déshumanisante, mais Rachel la supportait, tout avec une seule pensée, Shelly. Chaque nuit était une lutte contre le silence, car c'était dans ce silence que les souvenirs de sa fille revenaient avec le plus de force. Le visage de Shelly, ses rires, même ses petits moments d'entêtement, tout cela arrivait comme une avalanche écrasant Rachel de l'intérieur. La nourriture fade, les règles strictes et les regards froids des autres détenus étaient supportables. Ce qu'elle ne pouvait supporter, c'était l'incertitude. Où était sa fille maintenant?
Était-elle en sécurité? 2 ans plus tard, alors que Rachel cousait dans sa cellule, les mouvements mécaniques de ses mains étaient la seule chose qu'elle pouvait contrôler dans cet environnement oppressant. Le fil glissant à travers l'aiguille, le son du tissu percé. C'était une tentative de réprimer les pensées qui insistaient pour revenir à la même question. Où serait Shelly? C'est ainsi que Rachel survécut en se concentrant sur le présent, sur des tâches simples qui pouvaient repousser, ne serait-ce que pendant quelques minutes, la douleur lancinante de l'absence de son enfant. Soudain, le son des clés tournant dans la serrure interrompit le silence. Rachel leva les yeux et vit le gardien se tenir dans l'embrasure de la porte, son expression portant quelque chose qu'elle ne pouvait pas immédiatement déchiffrer. Il semblait hésitant, comme si les mots qu'il devait dire pesaient sur sa langue. « Rachel, viens avec moi, nous avons quelque chose à discuter », dit-il, sa voix basse et grave, comme quelqu'un essayant de préparer le terrain pour quelque chose de difficile. Le ton fit battre le cœur de Rachel à tout rompre, battant contre sa poitrine comme un tambour indiscipliné. Elle posa l'aiguille de côté, ses mains soudainement incapables de continuer la tâche qui avait semblé si simple auparavant. « Est-ce à propos de ma fille ?» Les mots échappèrent à ses lèvres presque comme un réflexe, chargé de peur et d'espoir en égale mesure. Rachel savait que toute réponse pouvait changer le cours de sa vie. À cet instant, l'idée d'entendre des nouvelles de Shelly après tant de temps de silence complet était terrifiante. Elle voulait des réponses, mais en même temps, elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir. Le gardien détourna le regard un instant, comme si éviter ses yeux serait plus facile que de gérer la profondeur du désespoir qu'il y trouvait. Il ne répondit pas, faisant simplement un geste bref indiquant que Rachel devrait le suivre. Son silence disait plus que 1000 mots pouvaient le faire. Rachel sentit ses jambes s'affaiblir alors qu'elle se levait, un léger tremblement parcourant tout son corps. Elle tenta de contrôler sa respiration, mais chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Le couloir étroit et faiblement éclairé, avec l'écho des pas du gardien et des bottes des autres détenus, semblait s'étendre à l'infini. Chaque son résonnait dans son esprit, amplifiant la terreur de l'inconnu qui l'attendait au bout de ce chemin. Le gardien mena Rachel dans une pièce isolée avec peu de fenêtres et une lumière froide qui rendait tout encore plus sombre. Lorsqu'il referma la porte derrière lui, le bruit de la serrure ressemblait à un coup de marteau, scellant Rachel dans cet espace d'incertitude. Elle resta là, le regard fixé sur lui, attendant qu'il dise quelque chose. Le silence entre eux était lourd, comme si l'air même était devenu trop dense pour respirer. Le gardien, toujours avec une expression sérieuse, fit signe qu'elle s'asseyait, mais Rachel ne bougea pas, immobile et tendue, attendant ce qui semblait inévitable. Finalement, le gardien parla, sa voix douce mais chargée d'une gravité qui la fit frissonner. Il baissa les yeux, clairement hésitant comme s'il cherchait les bons mots, mais il savait que rien de ce qu'il dirait ne pourrait adoucir le choc qu'elle était sur le point de recevoir. « Je suis désolé. Votre fille, Shelly, est décédée. » Les mots tombèrent sur Rachel comme un poids immense et un fardeau insupportable. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Son cœur commença à battre plus vite, le sang lui quittant le visage, le son de ces mots résonnait dans son esprit, mais elle ne pouvait pas les comprendre. Non, ça ne peut pas être. Elle essaya de parler, mais sa gorge était serrée, sans souffle. Les mots étaient presque impossibles à prononcer. Le gardien, voyant la réaction de Rachel, resta silencieux, respectant l'espace de deuil qui semblait s'emparer d'elle. Cependant, Rachel ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Ses pensées, confuses et fragmentées, dévalaient son esprit. Les souvenirs d'une jeune Shelly courant, souriant, jouant étaient présents dans sa mémoire, mais maintenant tout semblait s'effondrer. Le vide s'empara d'elle et le cri qu'elle avait précédemment tenté de retenir explosa de manière incontrôlable. Elle se laissa tomber sur le banc, ses épaules tremblant alors qu'elle sanglotait. Le temps avait perdu son sens, les heures et les jours passaient sans qu'elle puisse les remarquer. Dans les jours qui suivirent, Rachel resta dans sa cellule, silencieuse et immobile. Le poids de la perte l'écrasait et le chagrin semblait consumer son âme. Elle n'avait plus la force de se battre, de chercher un sens à quelque chose qui n'avait plus de fin. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'enfoncer de plus en plus dans la douleur de savoir que sa fille, la seule raison pour laquelle elle avait fait tout cela, était désormais partie pour toujours. Sans mots, sans gestes, Rachel resta ainsi pendant des jours. Les autres prisonniers la regardaient, mais personne n'osa s'approcher. Son monde s'était refermé sur la douleur insupportable de la perte. Le temps semblait s'éterniser, chaque seconde une éternité où elle ne pouvait que revivre le souvenir de la fille qu'elle ne reverrait plus jamais. Puis un jour, alors que le temps semblait s'étirer à l'infini, un officier entra dans sa cellule. Il la regarda un instant avant de parler sur un ton plus doux,
comme s'il était conscient de la douleur que Rachel portait. « Rachel, vous avez été libérée. Vous êtes libre de partir. » Les mots n'avaient aucun sens pour elle au début. Libérée? Libre? Qu'est-ce que cela signifiait maintenant, après tout ce qui s'était passé? Le vide en elle était si grand qu'un instant, elle ne savait pas quoi faire avec l'idée d'être libérée, ce qui l'attendait dehors de prison maintenant qu'il n'y avait plus de raison de se battre. Elle se leva lentement, ses jambes fléchissant sous le poids de sa propre tristesse. Ses pas étaient lents, comme si elle traînait, encore immergée dans la perte et le chagrin. Le monde extérieur semblait lointain, méconnaissable. Elle fut escortée jusqu'à la sortie. En passant par les portes de la prison, Rachel sentit l'air froid de la rue toucher sa peau, mais rien ne semblait réel. L'odeur de la liberté, le soleil, tout était fade et vide. Elle ne savait pas où aller, ne savait pas quoi faire. Sa vie sans Shelly semblait n'avoir plus de but. L'officier qui l'accompagnait la regarda avec un mélange de compassion et de respect, mais Rachel ne ressentit rien. Tout autour d'elle était juste un flou et pourtant, elle y était, libre mais sans rien, sans personne. L'avenir semblait être une route sans fin et Rachel ne savait pas par où commencer. Après sa libération, Rachel ne savait pas où aller. Le sentiment d'être perdue était étouffant, comme si le monde extérieur était un lieu inconnu et méconnaissable. Elle marchait sans but dans les rues froides de la ville, ses pas lourds et sa tête pleine de pensées floues, essayant de comprendre ce qui lui restait maintenant. L'air froid la transperçait, mais elle ne le sentait pas, tellement elle était absorbée par la douleur profonde qui la consumait. Il ne lui restait rien, Shelly, sa raison de se battre, n'était plus là, seul le vide restait. La nuit tombée, Rachel se retrouva appuyée contre un mur, l'épuisement prenant le dessus sur son corps. Sans force pour continuer, elle s'allongea sur le sol sale, enveloppée dans une vieille couverture déchirée qu'elle avait trouvée dans un coin. Le froid de la rue semblait être la dernière chose dont elle devrait se soucier, mais elle n'avait plus la force de se soucier de quoi que ce soit. Son corps tremblait, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la douleur de la perte, encore plus aiguë avec le poids de la souffrance sur ses épaules. Elle ferma les yeux, sans s'en rendre compte, fut emportée par la fatigue. Dans le silence de la nuit, Rachel rêva, elle rêva de Shelly. Elle était là, devant elle, avec le sourire innocent que Rachel aimait tant. C'était comme si rien ne s'était passé, comme si le temps s'était arrêté et qu'elle pouvait enfin embrasser sa fille à nouveau. Shelly la regarda avec ce regard tendre, d'une voix douce et douce, dit « Maman, tu me manques. Je t'aimerai toujours, peu importe ce qui se passe. » Rachel voulait dire quelque chose, voulait la serrer dans ses bras, mais elle ne pouvait pas bouger. Le rêve était si réel, si vif qu'elle pouvait sentir la présence de Shelly, comme si elle était vraiment là. Mais le rêve commença bientôt à s'estomper et Rachel sentit la douleur de la voir s'éloigner, comme si c'était encore une autre perte irréparable. Elle se réveilla en sursaut, son cœur battant de façon incontrôlable dans sa poitrine. Le rêve avait été si réel qu'un instant, elle avait cru que Shelly lui avait réellement parlé. Mais lorsqu'elle regarda autour d'elle, tout était sombre, silencieux et froid. La rue vide l'accueillait de retour et la réalité la heurta de plein fouet une fois de plus. Rachel s'assit lentement, des larmes coulant sur son visage qu'elle ne pouvait pas arrêter. Ce qu'elle avait perdu était irréversible et la douleur de ne plus avoir sa fille semblait interminable. Elle leva les yeux vers le ciel et réalisa que le temps avait passé et que la fin de l'année approchait. Il ne restait que quelques jours avant le nouvel an. Cette pensée la prit de court, comme un coup de poing dans l'estomac. Pour Rachel, le temps n'avait plus de sens. Elle avait perdu le compte des jours, des semaines et des mois passés en prison et maintenant, à l'extérieur, la réalité semblait encore plus cruelle. Le nouvel an n'était qu'une date sur le calendrier, insignifiante pour quelqu'un qui avait déjà perdu ce qu'elle aimait le plus. Mais alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, elle réalisa que, d'une manière ou d'une autre, elle était encore vivante. Il y avait encore quelque chose dans son cœur, même si ce n'était que de la douleur et du vide. Avec cela, elle sentit que l'avenir, bien que incertain, était toujours devant elle et qu'elle devrait l'affronter seule. Rachel marcha dans les rues, le poids des jours passés à errer encore gravé dans ses pas. La ville semblait différente maintenant, comme si elle avait changé pendant qu'elle était derrière les barreaux, et elle pouvait à peine reconnaître les endroits. Cependant, son corps savait exactement où il allait, comme guidé par une force invisible, un besoin de revisiter le passé pour essayer de trouver un dernier souvenir de Shelly quelque part où il y avait autrefois une maison. Lorsqu'elle arriva à l'ancienne maison, son cœur se serra. La maison était différente, plus belle, avec un nouveau jardin et une couche de peinture fraîche sur les murs. Elle ne savait pas ce qu'elle s'attendait à trouver là, mais quelque chose en elle la poussait à regarder, à voir de ses propres yeux ce qui restait de la vie qu'elle avait partagée avec Shelly.
Elle s'approcha de la porte et sonna à la cloche. Peu après, une femme répondit. Le sourire de la femme était froid et distant, comme si elle était pressée de se débarrasser de Rachel. « Puis-je vous aider ?» demanda la femme d'un regard curieux mais sans sympathie. Rachel avala difficilement et parla, essayant de rester calme. « Je voulais juste regarder. C'était ma maison. J'ai juste besoin de voir un instant pour avoir un dernier souvenir de ma fille. Je promets que je ne causerai pas de problème. Je ne veux pas entrer, je veux juste regarder. » Sa voix hésita un instant, mais elle continua, désespérée d'avoir cet aperçu du passé. La femme fronça les sourcils et sembla hésiter un moment, mais bientôt son regard se durcit et Rachel réalisa que quelque chose n'allait pas. « Vous, l'ex-détenu? N'êtes-vous pas la femme ?» demanda la femme avec mépris. « Ceci n'est plus votre place. Vous n'avez pas le droit de venir ici simplement parce que la maison détient de bons souvenirs pour vous. » La femme croisa les bras et fixa Rachel d'un regard de jugement, comme si l'histoire de Rachel était écrite sur son front. « Par avant que je n'appelle la police. Je ne veux pas de problème et honnêtement, je ne pense pas que vous ayez quelque chose à chercher ici après tout ce que vous avez fait. » Les mots étaient comme des coups de poignard, chacun frappant à un point sensible chez Rachel. Elle tenta de garder son calme, mais l'humiliation était trop forte. Elle sentit son visage rougir, mais les larmes ne venaient pas. Elle était trop fatiguée pour pleurer. Sans dire un mot, elle se retourna lentement et retourna dans la rue, le poids d'être traitée ainsi, d'être rejetée et méprisée, semblant l'écraser de nouveau. Mais elle continua, ses pas lourds, ses yeux embués de douleur. Elle n'avait nulle part où aller, sans maison, sans fille, et maintenant incapable même de préserver les quelques souvenirs de ce qu'était autrefois sa vie. Avec un cœur lourd et sans direction, Rachel décida de visiter le seul endroit où elle sentait encore quelque chose de sa fille. Elle se rendit au cimetière, sa destination incertaine mais nécessaire. Le silence de l'endroit était profond, presque comme si le cimetière lui-même pleurait tout ce qu'elle avait perdu. En atteignant la tombe de Shelly, Rachel s'agenouilla devant la pierre froide. La douleur de voir le nom de sa fille gravé à jamais coupait son âme comme une lame. Elle posa ses mains sur la terre et murmura, trop faible pour parler plus fort, « Je t'aime, ma fille. J'ai tout fait, pardonne-moi de ne pas avoir pu te sauver. J'aurais tout fait pour que tu sois ici avec moi. » Le vent froid toucha son visage, mais Rachel s'en fichait. Elle était là, seule, et cela suffisait. Alors que Rachel était au cimetière, immergée dans son chagrin, l'histoire d'un autre enfant se déroulait dans la même ville, mais dans un contexte très différent. Peter, un garçon de 8 ans, vivait dans une maison modeste, mais l'environnement familial était marqué par des conflits constants. Sa mère, Caroline, semblait toujours au bout de sa corde. Peter, avec son énergie agitée et son esprit indomptable, provoquait constamment sa mère par des réponses et des attitudes défiantes. Il n'était pas rare que les disputes s'enveniment, mais ce jour-là, quelque chose semblait plus tendu que d'habitude. « Combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas laisser des choses traîner dans la maison ?» dit Caroline, sa voix chargée de frustration. Elle se pencha pour ramasser l'un des jouets de Peter qu'il avait laissé au milieu du salon, mais le garçon semblait s'en moquer. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose dehors, comme si ce qui se passait à l'intérieur de la maison n'avait plus de sens pour lui. « Tu es toujours la râleuse qui ne sait que donner des ordres. » « Personne ici ne t'aime, » répondit Peter d'un ton acerbe, sans se soucier des conséquences. Il était clair qu'il était fatigué d'une mère qui semblait ne pas comprendre ses propres sentiments, et cela se reflétait dans son attitude agressive. Caroline, déjà hors d'elle, se leva brusquement et fixa son fils avec une froideur qu'une mère épuisée ne pouvait qu'avoir. « Tu es puni, Peter. Va dans ta chambre maintenant et pas de jeux vidéo ni de collation aujourd'hui, » dit-elle en essayant de se contrôler pour ne pas crier. Peter fit un geste de dédain, roulant des yeux, et sans dire un mot, se dirigea vers sa chambre. Au fond de lui, il ressentait un vide, une sensation d'être piégé dans un endroit qu'il ne comprenait pas, une maison où la seule chose qui semblait rester était la frustration mutuelle entre lui et sa mère, mais il n'accepterait pas cela sans se battre. Quelques heures plus tard, lorsque la nuit commença à tomber et que la maison se tut, Peter prit une décision qui allait tout changer. Il ne voulait plus rester là, il ne pouvait plus supporter les regards désintéressés de Caroline, les cris et la solitude qu'il ressentait toujours lorsqu'il s'asseyait à table en attendant que quelque chose d'autre se passe. Avec la maison silencieuse et les pas de sa mère résonnant encore en bas, il se faufila hors de sa chambre. Il glissa par la fenêtre avec l'agilité de quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant et s'enfuit. Les rues étaient vides et silencieuses, mais Peter s'en fichait. Il voulait simplement s'échapper, fuir de tout ce qui l'étouffait à l'intérieur de cette maison. Il marcha le long des trottoirs,
sentant le vent froid sur son visage tandis que ses pensées se mêlaient au son de ses propres pas. Il ressentait une colère silencieuse, mais aussi un sentiment de liberté, comme si le monde extérieur était un endroit où il pouvait enfin être lui-même, loin des règles et du poids constant d'être incompris. « Je vivrai seul, je n'ai besoin de personne », murmura Peter pour lui-même alors qu'il marchait sans but, son esprit déjà loin de chez lui, à la recherche de quelque chose qu'il ne savait toujours pas ce que c'était, mais qu'il croyait qu'il trouverait d'une manière ou d'une autre. Peter, les yeux toujours pleins de colère et de confusion, marchait dans les rues désertes de la ville, ne sachant pas où aller. Le vent froid de la nuit lui transperçait la peau, mais il ne sentait plus le froid comme avant. La pensée d'échapper à cette maison et à la présence étouffante de sa mère le faisait continuer. La ville semblait différente la nuit, plus vide, mais en même temps pleine d'une énergie étrange, comme si quelque chose allait se produire. C'est alors qu'il entendit une dispute venant d'un coin plus isolé de la rue. Curieux, Peter s'approcha lentement, restant silencieux pour ne pas être remarqué. Le son d'une voix masculine agressive traversa l'air. « Espèce de misérable, espèce de sale type, tu n'as même pas un endroit pour dormir, un lit décent. Qu'est-ce que tu crois, que tu fais ici? Mendier sur mon chemin, va-t'en, espèce d'inutile. » Peter regarda la source de la voix, en la voyant, vit un grand homme bien habillé avec une attitude arrogante et méprisante. Il se tenait devant une fille qui semblait avoir l'âge de Peter, mais son corps était sale, ses cheveux emmêlés et ses vêtements déchirés. Elle était assise par terre, son visage pâle et ses yeux fixés au sol, évitant de regarder l'homme qui l'insultait. Peter ne put s'empêcher de ressentir quelque chose se briser en lui. C'était comme si cet homme traitait la fille comme si elle n'était même pas un être humain, juste quelque chose à jeter, et cela fit monter la colère de Peter. Il savait ce que c'était que de se sentir humilié et abandonné, et il ne pouvait pas laisser cette fille être traitée de cette façon. Sans réfléchir, Peter s'approcha, confrontant l'homme avec une posture qu'il savait être défiance, même si sa voix tremblait de peur. « Tu ne peux pas lui parler comme ça. Personne ne mérite d'être traité de cette manière. Elle souffre, tu ne le vois pas ?» dit Peter, essayant de cacher la nervosité dans sa voix, mais ses mots étaient chargés d'un élan qu'il ne pouvait contrôler. L'homme, en entendant l'interruption, se tourna lentement vers Peter. Le regard qu'il lui lança était froid et méprisant, comme si Peter n'était qu'un autre vagabond sans valeur. « Toi aussi n'as rien à offrir, garçon, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Tu vois ce qu'elle est? Une enfant sale, une mendiante, elle ne mérite rien d'autre que du mépris, » répondit l'homme avec un rire sarcastique. Peter essaya de rester ferme, mais le ton moqueur de l'homme le heurta fortement. La douleur qu'il ressentait à l'intérieur semblait s'intensifier en entendant cela. Il voulait crier, vouloir faire quelque chose, mais il sentait son corps paralysé, comme si l'homme avait le pouvoir de le réduire au silence avec de simples mots. La fille, toujours au sol, ne bougeait pas, comme si elle était complètement perdue dans son propre monde de souffrance. Peter la regarda, ressentant une vague d'empathie. Il voulait l'aider mais savait que l'homme était trop puissant et que toute tentative d'agir pourrait entraîner une humiliation supplémentaire pour lui et pour elle. Pourtant, il ne pouvait pas abandonner. C'est une personne et tu n'as pas le droit de la traiter ainsi. Je n'ai pas grand-chose, mais je peux aider, dit Peter en essayant de rester calme. Le millionnaire, cependant, fit simplement un geste de mépris et ignora complètement Peter. Ne perds pas ton temps, garçon, celle-là n'a pas d'avenir, elle n'a rien à offrir maintenant. Dégage de mon chemin, ordonna-t-il en tournant le dos et en s'éloignant. Peter, se sentant impuissant, resta là un moment à regarder la fille qui gardait toujours la tête baissée, ne montrant aucun signe de vouloir se relever. Il voulait faire plus, changer cette situation, mais le regard de mépris de l'homme l'avait vidé. « Non, je ne peux pas la laisser ici », pensa Peter, mais en voyant que le millionnaire était déjà loin, il ressentit une immense frustration. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter cet homme seul et sa colère se transforma en une profonde douleur, un sentiment que le monde était implacable envers des personnes comme lui et la fille. Le silence envahit l'espace et Peter, regardant la fille, se promit « Je n'abandonnerai pas, j'essaierai de changer cela, je ne laisserai pas le monde détruire ceux qui ont une bonne âme. » Il s'éloigna lentement sans regarder en arrière, mais ressentant la douleur de l'impuissance, sachant que l'injustice qu'il venait de témoigner n'était qu'une des nombreuses qu'il devrait affronter. La fille disparut par un mouvement rapide dans les ombres, comme si elle savait exactement où aller même sans avoir de destination. Peter la vit courir, ses yeux sans vie et désespérés, et quelque chose en lui se brisa. Il aurait voulu en faire plus, mais savait qu'il ne pouvait pas tout combattre et tout le monde seul. Il se sentait petit, insignifiant, perdu dans les rues froides et vides où personne ne pouvait aider.
Il marchait sans but, ses pas pressés mais son esprit résonnant encore du regard vide de la fille et du mépris du millionnaire. Les rues étaient désertes, le lourd silence de la nuit pesant sur lui, mais la solitude fut rapidement interrompue lorsqu'il réalisa qu'il était suivi. Des hommes commencèrent à apparaître, émergeant des ombres un par un, l'entourant. Peter ne les vit pas arriver mais sut par leur regard que, quoi qu'il en soit, ce n'était pas bon. Ils étaient grands, robustes, avec une allure menaçante et semblaient clairement chercher quelque chose de plus qu'une simple conversation. Un des hommes s'approcha et parla d'une voix rugueuse, presque moqueuse. « T'es encore jeune, c'est quoi ça, garçon? T'es perdu, hein? Mieux vaut tout donner sinon ça va devenir moche pour toi, » dit-il en riant comme s'il appréciait la situation. Peter, le cœur battant dans sa poitrine, essaya de rester calme, ses yeux se déplaçant de côté en côté pour observer les autres hommes qui se rapprochaient. Il savait qu'il n'avait rien de valeur dans ses poches, seulement de la peur comme une ombre qui l'enveloppait. Il essaya de rester ferme mais le sentiment d'être piégé sans issue le terrifiait. « Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent », répondit Peter en essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait, mais la réponse ne fut pas suffisante pour les éloigner. « Pas d'argent, hein ?» dit un autre homme en plissant les yeux et en s'avançant. « Alors qu'est-ce que t'as, hein? Voyons si on peut te prendre quelque chose, au cas où t'aurais quelque chose caché dans la poche de ta veste. » Le ton menaçant était clair et Peter sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait qu'il n'était pas en position de réagir mais il ne voulait pas non plus être humilié, ne voulait pas être une autre victime dans ce monde cruel. Il essaya de reculer mais les hommes l'encerclèrent complètement, ne laissant aucun espace pour respirer. « Je ne veux pas de problème, » dit Peter en sentant sa voix faiblir alors qu'il essayait de paraître plus ferme qu'il ne se sentait. « Sérieusement, je n'ai rien, s'il vous plaît, laissez-moi partir. » Mais les hommes n'étaient pas disposés à le laisser s'échapper aussi facilement. Ils rirent et le chef du groupe s'avança, posant une main ferme sur l'épaule de Peter, le forçant à s'arrêter. « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Le monde n'est pas un endroit pour les petits garçons comme toi, » dit l'homme avec un sourire cruel, serrant son emprise sur l'épaule de Peter. Le garçon tenta de se libérer mais la force de l'homme lui causa une intense douleur. En même temps, le sentiment d'impuissance grandissait. La peur l'envahit de manière écrasante et le sentiment d'être simplement une proie au milieu de la nuit sans aucune chance de défense le fit avaler sa peur et essayer de trouver une issue. « Je vais compter jusqu'à 3, » dit l'homme en chuchotant presque, tandis que les autres hommes se rapprochaient davantage. « Et si tu ne donnes rien d'ici là, on va devoir te faire comprendre par des moyens durs. » Peter sentit une boule dans sa gorge, sa respiration s'accéléra. Il ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment échapper à cette situation. Ce qu'il craignait le plus maintenant, c'était ce qui arriverait si ces hommes commençaient vraiment à le battre. La douleur, l'humiliation, tout semblait certain. 1, 2, l'homme commença à compter lentement et la pression sur l'épaule de Peter s'intensifia, le laissant presque sans souffle. La peur était si présente qu'il pouvait à peine penser, son esprit répétant une seule et même chose. Échapper, échapper. Chaque seconde semblait une éternité et son corps tremblait involontairement, comme s'il sentait que la seule issue était de courir, mais il savait qu'il n'avait nulle part où aller et les hommes le regardaient, prêts à agir. Peter était désespéré, la pression sur ses épaules s'intensifiant à chaque seconde, faisant frissonner son corps. Il essaya de se libérer mais les mains de l'homme étaient fermes et implacables, comme des griffes qui l'empêchaient de s'échapper. La peur prit le contrôle de son corps, ses jambes semblaient peser des tonnes et malgré ses yeux grands ouverts, tout autour de lui semblait flou, comme s'il était piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Ses pensées étaient confuses et fragmentées, le seul mot qui résonnait dans son esprit était une seule commande, échapper. « J'ai besoin d'échapper », pensa Peter, la voix de la peur vibrant dans son esprit. Son corps commença alors instinctivement à bouger, essayant de se libérer des griffes qui l'emprisonnaient. Il savait qu'il ne pouvait plus rester là, savait que sa seule chance de survie était d'échapper à ce cauchemar. Avec un effort immense, Peter réussit finalement à se libérer. Il ne regarda pas en arrière, ses pas rapides et désespérés le menant à travers des rues qu'il ne reconnaissait pas, mais cela ne lui importait pas. Il savait simplement qu'il devait courir, qu'il devait s'éloigner du danger. La rue était vide, mais le son de ses propres pas résonnait dans le silence de la nuit, l'air était glacial et la respiration de Peter était laborieuse, sa poitrine haletant à chaque pas précipité. Il ne savait pas où il allait, mais son esprit paniqué ne pouvait penser qu'à échapper, à s'éloigner de ses menaces, à se libérer des mains qui voulaient le rattraper. Il continua de courir sans se soucier de la destination jusqu'à ce que finalement ses pieds le mènent dans une ruelle sombre. La ruelle était vide, l'obscurité l'enveloppant comme un lourd manteau. Peter ressentit un besoin urgent de se cacher,
de s'éloigner encore plus des menaces qui l'entouraient. Il se recroquevilla sur le sol froid, essayant de se réchauffer, mais le froid pénétrait jusqu'à ses os. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux, mais il les essuya rapidement, ne voulant pas montrer de faiblesse. Il ne voulait pas se sentir faible, mais il ne pouvait pas lutter contre la douleur et la peur qui prenaient possession de son corps. Sa tête appuyée contre le mur froid de la ruelle, Peter essaya de penser, mais la peur ne lui laissait aucune place pour raisonner. Il ressentait un profond désir pour sa mère, des mots d'affection, le sentiment d'être chez lui, où il se sentait en sécurité. Mais là, dans cette ruelle sombre, il était complètement perdu, sans direction, ne sachant pas comment retourner au seul endroit qu'il connaissait. « Je veux rentrer à la maison », pensa Peter, sa poitrine se serrant à chaque respiration. « Je veux ma mère, pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Le jour se leva, mais le poids de la nuit ne s'était pas dissipé. Lorsque Peter se réveilla, le soleil était encore bas dans le ciel, mais cela ne lui importait pas. La chaleur du matin ne faisait aucune différence car il était complètement perdu, hors de sa place. Il se leva, regardant autour de lui, essayant de comprendre où il était, mais rien ne semblait familier. Les rues étaient différentes et il ne savait pas comment retourner chez lui, comment trouver sa mère. Il craignait qu'elle ne sache pas où il était. Tout était désorienté et sans signification, comme si le monde avait perdu ses repères. « Où suis-je? Comment je rentre ?» pensa-t-il alors que son esprit commençait à s'agiter. Il essaya de se rappeler les chemins, les rues qu'il avait connues durant sa courte vie, mais tout semblait flou. Il ne comprenait pas où il avait marché la nuit précédente, ce qui le rendait encore plus désespéré. La solitude était accablante et le désir de sa mère le consumait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Maman, où es-tu ? J'ai besoin de toi, » murmura-t-il pour lui-même, sa voix brisée par la douleur. Peter commença à marcher, ses pas vagues et incertains, ne sachant pas où aller. Il traversa les rues en regardant les passants, mais personne ne semblait le remarquer, pas ce qu'il traversait. Il se sentait invisible, comme si personne ne se souciait de lui, jusqu'à ce qu'il voie soudain une femme passant près d'un coin. Son espoir s'alluma un instant et il courut vers elle, sa voix tremblante et implorante. « S'il te plaît, maman, peux-tu m'aider ? J'ai besoin de rentrer à la maison, » demanda-t-il, le désespoir brillant dans chaque mot. Rachel, qui marchait l'esprit absorbé par ses propres pensées, regarda le garçon avec dédain. Elle n'était pas intéressée à aider qui que ce soit, surtout un garçon perdu comme lui. « Que veux-tu, garçon ?» dit Rachel avec impatience. « Tu penses que je me soucie de ce que tu traverses ? Moi-même, je suis perdu, ne sachant pas quoi faire de ma vie. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un autre problème. » Le ton dur de Rachel transperça Peter comme un couteau. Il sentit l'humiliation dans sa poitrine, mais il ne savait pas quoi faire d'autre. « Je veux juste rentrer à la maison, » répéta-t-il plus doucement, sentant les larmes menacer ses yeux à nouveau. « Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment rentrer. » Rachel ne répondit pas. Elle se tourna et continua son chemin sans même regarder en arrière. Peter resta là, ne sachant pas quoi faire. Le regard vide de Rachel et ses mots durs résonnaient dans son esprit. « Je suppose que personne ne se soucie de moi, » pensa Peter en regardant la femme s'éloigner. Il sentit le poids de la solitude dans sa poitrine, plus lourd que jamais. Comment survivrait-il là sans personne pour l'aider? Rachel, de son côté, continua son chemin sans vraiment remarquer le garçon qui avait demandé de l'aide. Elle était fatiguée, épuisée par la vie, ne sachant pas où elle pourrait trouver un endroit pour se reposer. Ses pas la menèrent dans une rue déserte et là, dans un coin, elle trouva un petit abri où elle avait l'habitude de dormir. Le froid mordant de la nuit commençait déjà à la submerger, mais elle n'avait plus la force de lutter contre. Sans plus d'espoir, Rachel s'allongea là, essayant de se protéger du vent glacial qui traversait la ville. Elle ferma les yeux, cherchant du réconfort dans l'obscurité, mais rien ne semblait vraiment apaiser sa douleur. Pendant ce temps, Peter, toujours là, perdu et sans but, marchait dans les rues sans savoir où aller. Il ressentait un immense désir pour sa mère, mais la réalité le frappait durement. Le monde semblait indifférent à sa souffrance et il ne savait pas comment rentrer chez lui, comment trouver la chaleur et la sécurité qu'il désirait tant. Et alors qu'il marchait, ses pas lents et découragés, il savait que son voyage ne faisait que commencer. La journée semblait être une succession sans fin pour Rachel. Elle se réveillait chaque matin au même coin, le ventre vide et le corps épuisé. Peu importe combien elle essayait, elle ne pouvait plus trouver un but autre que mendier pour survivre. Les gens passaient la plupart du temps à l'ignorer ou à lui lancer des regards méprisants. Certains, avec un sourire supérieur, disaient des mots cruels. Pourquoi ne pas trouver un travail ou mieux, mourir de faim plutôt que de vivre comme ça?
Il pensait qu'elle y était par choix, que ses vêtements en haillons et son regard vide étaient le reflet de la paresse, et non d'un système qui l'avait écrasée jusqu'à la rendre invisible. Rachel n'avait plus la force de riposter. À chaque humiliation, elle se sentait plus petite, plus sale, plus détachée de ce qu'elle était autrefois. Elle se fichait de ce que les autres pensaient, mais la douleur d'être constamment rejetée la déchirait de l'intérieur. C'était toujours la même histoire, tu devrais avoir honte, disait une dame la regardant avec dédain, serrant son sac à main comme si elle craignait que Rachel essaie de le voler. Une autre personne passait, avec un regard froid, marmonnait, on dirait que tu aimes ça, tu n'as pas honte de mendier pour des miettes? Tu devrais aller travailler au lieu de vivre comme ça. Rachel voulait crier, voulait exploser de rage, mais les mots ne sortaient pas. Son corps fatigué ne pouvait plus supporter l'indignation. Au fil des jours, la faim serrait encore plus fort et les nuits étaient trop froides pour dormir confortablement. Il ne lui restait plus de rêve ni de désir, seulement le désir de la nourriture qui arrivait presque jamais, la chaleur du soleil qui ne durait jamais assez longtemps et le manque de sens dans son existence. Dans une autre tentative ratée d'obtenir quelque chose, Rachel s'approcha d'une femme pressée avec un sac de courses plein. « S'il vous plaît, madame, pourrais-tu m'aider avec de la nourriture? Je meurs de faim, dit Rachel d'une voix faible. La femme s'arrêta un instant, jeta un coup d'œil rapide à Rachel et répondit sans hésitation. Manger n'est pas ton problème, c'est ton manque de honte. Qui t'a dit d'être comme ça? Elle ne lui donna rien et, tout en secouant la tête, continua son chemin, laissant Rachel avec un estomac noué et un esprit brisé. À ce moment-là, Rachel réalisa que peu importe combien elle mendiait, peu importe combien elle essayait, les gens ne la voyaient plus comme une femme, une mère, mais comme un fardeau, une erreur, une ombre de ce qu'elle était autrefois. Quand quelqu'un s'arrêtait, c'était généralement pour une phrase cruelle. « Tu n'as pas honte de mendier comme ça? Personne ne t'a appris à travailler ?» Ces mots la transperçaient comme des lames acérées. Elle ne pouvait plus se souvenir quand elle avait commencé à se sentir invisible, quand sa valeur avait été ôtée et remplacée par du mépris. Peu importe ce qu'elle disait ou demandait, la seule réponse était l'indifférence mêlée d'une touche de colère. Elle ne comprenait pas. En voyant une femme approcher avec un sac de courses, Rachel se leva une fois de plus, se traînant vers elle, ses yeux suppliant un geste de compassion. « S'il te plaît, donne-moi un peu d'argent ou quelque chose à manger, » dit Rachel, sa voix brisée, sa dignité pratiquement inexistante. La femme la regarda avec une expression de dégoût et fit une grimace amère. « Oh non, tu te débrouilles bien comme ça. Demander de la nourriture, c'est ça que tu veux? Trouve un travail au lieu de mendier pour de l'argent, » dit-elle avec mépris avant de se tourner et de continuer son chemin. Rachel resta là une fois de plus, son regard fixé sur le vide de la rue où toutes les personnes n'étaient que des ombres indifférentes à son existence. Un matin, alors qu'elle était recroquevillée dans un coin de la rue, à peine capable de se tenir debout, Rachel sentit une faiblesse prendre le contrôle de son corps. Ses yeux se fermèrent lentement et le monde autour d'elle devint flou. Elle ne savait pas si elle allait s'évanouir ou si la mort venait enfin la visiter, mais avant qu'elle ne puisse toucher le sol, quelque chose interrompit sa douleur. Une main lui tenait doucement le bras et elle leva les yeux, essayant de se concentrer sur qui l'aidait. Peter se tenait devant elle, tenant une assiette de nourriture. Son visage était sale, mais ses yeux, malgré la crasse et les larmes, portaient un geste de compassion. « J'ai apporté de la nourriture pour toi, je l'ai eue d'un restaurant, » dit Peter, sa voix tremblante mais sincère. Il tendit l'assiette, mais Rachel ne put s'empêcher de remarquer l'état déplorable du garçon. Sale, maigre, avec des cheveux en désordre, il semblait aussi perdu qu'elle. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était la façon dont il semblait encore se soucier d'elle, une femme qui ne méritait pas de compassion, une femme qui avait tout raté, même en tant que mère. Elle regarda l'assiette, hésitante. L'odeur de la nourriture fit gronder son estomac immédiatement, mais quelque chose en elle l'en empêcha d'accepter le geste de gentillesse. Elle ne pouvait plus ressentir d'empathie pour qui que ce soit, surtout pour les enfants. Le traumatisme de la perte de sa fille l'avait éloignée de tout et de tout le monde. Les enfants pour elle n'étaient qu'un rappel douloureux de ce qu'elle n'aurait plus jamais. « Tu penses qu'une assiette de nourriture va arranger quoi que ce soit, gamin? Qu'est-ce que tu sais de la vie, hein? Tu ne comprends rien à la vraie souffrance, » dit-elle sans comprendre pourquoi elle était si cruelle, mais la douleur dans sa poitrine la fit parler sans réfléchir. Son cœur était fermé à toute forme d'affection et ce geste de gentillesse, aussi sincère soit-il, ne pouvait plus la toucher. Elle voulait juste qu'il parte. Peter, blessé par les mots de Rachel, ne s'éloigna pas. Il tenait toujours l'assiette avec des mains tremblantes, la regardant avec un mélange de préoccupation et de tristesse. Il essayait de comprendre pourquoi elle réagissait ainsi, mais au lieu d'insister,
Il laissa simplement l'assiette sur le banc à côté d'elle, faisant un pas en arrière. « Si tu changes d'avis, prends-la », dit Peter d'une voix basse avant de se tourner et de commencer à s'éloigner. Il était blessé mais savait aussi qu'il ne pouvait pas forcer quelqu'un à accepter de l'aide. Au fond de lui, il savait que Rachel avait besoin de quelque chose de bien plus que de la nourriture. Elle avait besoin de guérison, de paix, de trouver une raison de vivre à nouveau. Lorsque Peter s'éloigna, Rachel finit par reprendre l'assiette. La nourriture était froide mais elle s'en ficha. D'un geste mécanique, elle commença à manger. À chaque bouchée, la culpabilité grandissait en elle, elle ressentait un vide encore plus grand, comme si la nourriture ne pouvait pas remplir le trou dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la faim physique qu'elle ressentait, mais une faim d'affection, d'amour, de tout ce qu'elle avait perdu. Mais dans son esprit, les mots cruels qu'elle avait dit à Peter résonnaient encore. Elle avait été dure avec lui, un garçon qui voulait seulement l'aider et la tristesse l'envahit comme une vague, écrasant sa force. « Pourquoi ai-je été si cruelle ?» pensa-t-elle, mais la réponse semblait impossible à trouver. Le poids de la perte de sa fille la paralysait, comme une barrière invisible, repoussait toute tentative d'humanité qui essayait de surgir dans son cœur. Lorsqu'elle eut fini de manger, elle ressentit une vague de nausées mêlées de remords. Une fois qu'elle eut terminé, elle posa l'assiette de côté, son cœur toujours serré. Elle ne voulait plus que quiconque s'approche d'elle, plus d'enfants, plus personne. Elle s'était refermée au monde. À ce moment-là, Rachel savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle savait qu'au fond d'elle, elle ressentait encore la douleur de la perte de sa fille, mais elle était tellement perdue dans sa propre douleur qu'elle ne pouvait ressentir autre chose que du vide. Elle regarda l'espace vide autour d'elle et sentit la solitude prendre possession de son être. « Je suis seule », pensa-t-elle, au fond d'elle, peut-être que c'était ce qu'elle ressentait plus profondément que toute autre chose. Rachel marcha dans les rues avec un cœur lourd, les mots qu'elle avait dit à Peter résonnant encore dans son esprit et le poids de son attitude la troublant profondément. Elle savait qu'elle n'avait pas été juste avec le garçon qui, même dans sa misère, avait essayé de l'aider. Elle ne voulait plus se cacher de ce qu'elle avait fait, elle avait besoin de s'excuser, de faire tout ce qui était nécessaire pour remédier à la façon dont elle l'avait traité. Son cœur, qui avait autrefois été fermé à toute forme de compassion, ressentait maintenant une agitation qui la poussait à se racheter. Les rues étaient plus animées que d'habitude et le vent froid faisait frissonner son corps, mais Rachel s'en fichait. Elle devait trouver Peter, devait regarder dans ses yeux et montrer que même si elle était brisée, elle était encore capable d'admettre ses erreurs. Elle marcha dans les rues, ses jambes fatiguées, ses pieds froids, mais la détermination la faisait avancer. Elle ne savait pas où se trouvait Peter, mais elle le chercherait jusqu'au bout. À chaque coin de rue, son cœur battait plus vite, un mélange de culpabilité et d'espoir se mélangeant. Lorsqu'elle le vit enfin, la scène qui se déroulait devant ses yeux fit pleurer son âme de douleur. Peter était entouré de deux grands hommes en sueur, avec des regards hostiles. Il essayait de s'éloigner mais ne pouvait pas. Un des hommes tenait fermement ses bras tandis que l'autre fouillait son petit sac à dos. « Et gamin, tu penses pouvoir garder ça pour toi ?» Le grand homme dit en riant cruellement, « Tu sais combien de temps tu vas tenir dans la rue avec cet argent ? Mieux vaut tout donner avant qu'on te fasse comprendre les choses à la dure. » Peter, les yeux grands ouverts et le visage pâle, essaya de résister mais sa force était limitée. « J'ai besoin de ça pour rentrer chez moi, s'il te plaît, » supplia-t-il, sa voix tremblante. Rachel ne réfléchit pas à deux fois, d'une vitesse désespérée, elle courut vers le groupe. « Laissez-le partir !» cria-t-elle, sa voix déchirée par la rage et la douleur accumulée. Les deux hommes regardèrent Rachel, surpris par l'intervention. Ils échangèrent des regards comme s'ils calculaient le risque de confronter une femme qui semblait si fragile. Rachel s'approcha mais un des hommes, dans un élan de mépris, la poussa violemment. Elle trébucha et tomba au sol, son corps heurtant le trottoir froid. La douleur de la chute s'ajouta à l'humiliation, mais avant qu'elle ne puisse se relever, Peter courut vers elle. Il l'aida à se relever et Rachel, avec un sourire forcé, dit « Ça va, Peter, je peux gérer ça. » Mais les deux hommes n'étaient pas disposés à les laisser tranquilles. L'un d'eux rit sarcastiquement et lança au garçon un dernier regard. « Fais attention, gamin, ne fais confiance à personne qui entre dans ta vie. Le monde n'est pas aussi beau que tu le penses. » Puis ils s'éloignèrent en riant doucement, se déplaçant plus loin. Peter, tenant toujours la main de Rachel, semblait plus inquiet que soulagé. Lorsqu'ils furent enfin assez loin, il parla d'une voix faible. « Ils ne m'ont pas laissé tranquille très longtemps mais maintenant que tu es là, pourquoi as-tu fait ça ? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » Rachel le regarda, une immense tristesse dans son regard, et répondit « J'aurais dû faire ça avant. Je n'ai pas été juste avec toi, Peter.
Je n'aurais pas dû te traiter de cette manière. Peter la regarda, confus, et serra sa main encore plus fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es la dernière personne que je m'attendais à trouver ici, au milieu de tout ça. Avant que Rachel ne puisse répondre, un des hommes qui se retirait se retourna et dit sans les regarder directement, mais d'un ton grave, juste pour que tu le saches, garçon, ta mère est morte. Nous la connaissions. Ces mots tombèrent comme une bombe. Peter se figea comme s'il avait été frappé au ventre, ses yeux s'écarquillant et il regarda Rachel, incrédule, comme s'il pouvait à tout moment croire que ces mots étaient un mensonge. Non, ça ne peut pas être, dit-il d'une voix hésitante, ma mère ne peut pas être morte. Je ne savais pas. Les deux hommes hochèrent simplement la tête comme si l'affaire était réglée pour eux. On ne ment pas, gamin. La femme est morte. Il n'y a pas de retour en arrière. Et avec cela, ils disparurent dans la rue, laissant Peter et Rachel seuls, accablés par ces mots suspendus dans l'air. Peter était stupéfait mais ne put prononcer un mot de plus. Au-delà d'un petit soupir à peine audible, je ne sais pas, murmura-t-il, la tristesse remplissant ses yeux. Rachel regarda le garçon, ne sachant pas quoi dire. Elle voulait le serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien, mais que pouvait-elle offrir? Les mots ne comblaient pas le vide. Tout ce qui restait entre eux était la solitude et la souffrance. « Je suis désolée, Peter, dit-elle, sa voix étranglée. Elle ne savait pas comment l'aider mais elle était là, au moins elle ne le laisserait pas seul maintenant. Avec un dernier regard, ils s'éloignèrent lentement, perdus dans leurs propres pensées, ne sachant pas ce que l'avenir leur réservait, mais conscients que, aussi douloureuse que soit la réalité, ils étaient vivants et que cela signifiait encore quelque chose. La nuit tomba comme une couverture lourde sur les rues, le vent mordant augmentant le froid déjà présent chez Rachel. Elle était toujours sous le choc des mots que les hommes avaient dit à Peter. La mort de sa mère semblait l'avoir profondément touchée et elle ne savait pas comment aider, ne savait pas comment gérer cette douleur. Mais ce qui la dérangeait vraiment, c'était le fait que peu importe combien elle essayait de le repousser, le garçon semblait avoir quelque chose qu'elle n'avait plus, l'espoir. Elle le regarda marcher silencieusement à ses côtés, ses yeux perdus quelque part au loin. Peter était encore visiblement secoué mais quelque chose dans son comportement semblait changer. Il était plus calme, plus présent. Peut-être était-ce la présence de Rachel qui le réconfortait ou peut-être simplement le fait que, pendant un moment, il n'était pas seul. « Écoute, Peter, » dit Rachel en brisant le silence, « ne pense pas que je vais être ta nounou, d'accord? Je n'ai plus la patience de m'occuper de qui que ce soit, encore moins d'être le sauveur de la nation. » Elle parla avec son ton habituel brusque mais, à l'intérieur, il y avait quelque chose qui la poussait à vouloir le protéger, quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, même à elle-même. Peter la regarda sans rien dire mais quelque chose dans son regard lui disait qu'il comprenait. Ils marchèrent quelques mètres de plus jusqu'à ce qu'ils atteignent une ruelle où Rachel avait l'habitude de se cacher pendant les nuits les plus froides. Elle s'arrêta et le regarda comme pour évaluer s'il valait la peine de dire ce qu'elle pensait. La vérité était qu'elle savait à quel point les rues pouvaient être dangereuses, bien qu'il fût difficile pour elle d'accepter, elle ressentait une légère préoccupation pour Peter. « Tu peux rester ici chez moi ce soir, » dit-elle, « mais n'ose pas penser que je suis ton ami ou que je fais ça par gentillesse. Compris ? Je ne suis pas là pour te consoler ou faire des blagues de bon cœur. » Elle dit cela durement mais, au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle offrait plus qu'un simple endroit pour dormir. Elle offrait une protection, même si elle ne pouvait l'exprimer autrement. Peter hésita un instant mais, après l'avoir regardé, il accepta. Il s'assit par terre, toujours un peu mal à l'aise mais pour une raison quelconque, il se sentait plus en sécurité. Quelque chose chez Rachel, malgré toute sa rudesse, transmettait un sentiment qu'à ce moment-là, elle serait son bouclier contre le froid, la solitude et les dangers de la rue. Rachel s'assit à côté de lui sans dire un mot, mais tous les deux restèrent là en silence. La tension dans l'air était encore palpable mais il n'y avait pas besoin de mots supplémentaires. Peter sentait la chaleur du corps de Rachel, la façon dont elle se recroquevillait un peu pour essayer de se protéger aussi, et quelque chose en lui se calma. Il savait qu'elle ne voulait pas être amie, savait qu'elle était distante et fermée, mais d'une certaine manière, à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'il n'était plus seul. Il était là avec elle et cela rendait les rues, autrefois effrayantes et hostiles, un peu moins froides. « Il ne va pas pleuvoir demain, n'est-ce pas ?» demanda Peter en essayant de briser la glace. Il essayait de maintenir la conversation mais sa voix avait encore un ton d'insécurité. Rachel le regarda, un peu déconcertée par la simple question, et répondit avec la même dureté que d'habitude. « S'il pleut, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas de refuge de luxe ici, gamin. Tu devras te débrouiller comme nous tous. »
Elle parla durement, mais il y avait quelque chose dans son ton qui montrait une préoccupation silencieuse, un désir, même si elle ne savait pas comment, de garder les garçons en sécurité. Peter se recroquevilla un peu, sentant le froid, mais cela ne le dérangeait pas, il y était habitué. La chose la plus importante à ce moment-là était qu'il ne se sentait plus complètement perdu. Rachel, avec toutes ses manières brusques et distantes, était là et d'une manière étrange, elle était devenue son protectrice. Cette nuit froide, ils restèrent là en silence, le son des rues autour d'eux se mêlant au bruit de leur respiration. La nuit passa lentement, mais Peter n'avait plus aussi peur. À ses côtés, Rachel semblait être le seul point fixe dans cette mer d'incertitude. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais, pour l'instant, il était là à ses côtés et cela lui apportait un certain réconfort. Pendant ce temps, Caroline, la mère de Peter, marchait dans les rues avec des pas précipités et un regard anxieux, portant une pile de flyers avec la photo de Peter dans ses mains. Son visage montrait des signes de fatigue extrême, des cernes profondes, une peau pâle et des lèvres sèches, comme quelqu'un qui a à peine dormi ou mangé ces derniers jours. Elle avait parcouru tout le quartier, demandé à chaque commerçant, frappé à chaque porte et même mendié aux passants pour attirer l'attention sur le garçon qui apparaissait sur le papier usé dans ses mains. « S'il vous plaît, avez-vous vu ce garçon ?» demanda-t-elle à un homme qui passait précipitamment. Il jeta un coup d'œil rapide au flyer, sans même ralentir, secoua la tête. « Non, désolé, madame, je n'ai rien vu. » Caroline sentit le désespoir augmenter, c'était toujours la même réponse. Personne n'avait vu Peter, c'était comme s'il avait disparu dans les airs. Le vent froid du matin faisait trembler les flyers dans ses mains et les larmes qui insistaient pour tomber se mêlaient à la sueur qui coulait sur son front. Elle s'arrêta devant un arrêt de bus où quelques personnes attendaient. D'une voix étranglée, elle demanda « S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il vu mon fils ? Il a 8 ans, les cheveux bruns, portait un t-shirt bleu. Il a quitté la maison il y a quelques jours et je suis désespérée, s'il vous plaît. » Une femme plus âgée tenta de consoler Caroline d'un geste doux sur son épaule. « Je suis vraiment désolée, ma chère. Je n'ai rien vu mais je vais garder un œil, » répondit-elle. Caroline la remercia d'un hochement de tête mais le sentiment d'impuissance la consumait. La journée avançait et Caroline poursuivait sa recherche incessante. À chaque pas, son énergie semblait se drainer mais elle refusait d'arrêter. Son esprit était tourmenté par des pensées sombres, où serait Peter ? Serait-il affamé ? Effrayé ? Et si quelque chose de pire lui était arrivé ? La culpabilité la rongeait de l'intérieur. Avait-elle été trop dure avec lui ? Sa façon de le discipliner l'avait-elle tellement poussé à fuir ? Ses pensées la frappaient comme des lames acérées. Déjà en fin d'après-midi, Caroline s'approcha d'une rue animée tout en distribuant des flyers. Elle en colla quelques-uns sur des poteaux avec du ruban adhésif et en distribua d'autres à quiconque voulait les accepter. En traversant la rue pour poster un flyer sur l'autre trottoir, sa vision commença à s'assombrir, la fatigue extrême et le manque de nourriture commencèrent à faire effet. Le monde autour d'elle semblait tourner et ses jambes s'affaiblir. Lorsque Caroline s'effondra sur l'asphalte, elle entendit un cri lointain. « Attention, une voiture arrive à toute vitesse !» Elle freina brusquement, le bruit des pneus crissant résonnant dans la rue. Le conducteur, visiblement effrayé, sortit du véhicule et courut vers elle. « Mademoiselle, allez-vous bien ? Mon Dieu, je vous ai presque renversée. » Caroline ouvrit lentement les yeux, sa vision encore floue. Elle essaya de se lever mais son corps était trop faible. D'autres personnes commencèrent à se rassembler autour d'elle. Une femme tenant une bouteille d'eau s'accroupit à côté de Caroline. « Bois un peu, tu sembles déshydratée, » dit-elle. Caroline prit quelques gorgées et essaya de se relever avec l'aide de 2 hommes. « J'ai besoin de continuer, mon fils est disparu, » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Le conducteur nerveux parla. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous êtes sur le point de vous évanouir à nouveau, vous avez besoin d'aide. Avez-vous appelé la police ? » Caroline hocha affirmativement la tête. « Il le cherche mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de le trouver, c'est tout ce que j'ai, » dit-elle. Le désespoir dans sa voix fit taire les personnes présentes, ressentant le poids de la douleur de cette mère. Une jeune femme dans la foule attrapa un des posters qui était tombé près de Caroline et promit de le diffuser sur les réseaux sociaux. « Je vais prendre une photo et la poster dans tous les groupes de la ville, nous t'aiderons à trouver ton fils, » dit la jeune femme. Caroline la remercia d'un sourire faible mais sa force était au maximum. Elle fut menée sur le trottoir et s'assit un moment pour reprendre son souffle. En passant, ses mains tremblantes se couvrirent le visage, des larmes coulant de nouveau.
Sa recherche n'était pas terminée et elle savait que malgré son corps au bord de l'effondrement, elle ne pouvait pas abandonner. Peter avait besoin d'elle et Caroline était prête à aller jusqu'au bout pour le ramener ailleurs. Le soleil se couchait lorsque Peter et Rachel approchèrent de la gare routière. Le bruit des gens qui parlaient, le son des valises roulant sur le ciment, tout semblait si lointain pour Peter. Il était là, mais son esprit était ailleurs depuis le jour où il avait fui le domicile familial. Il ne savait plus où il se trouvait. Le sentiment d'abandon le consumait et la douleur de perdre sa mère était toujours un point insupportable. Rachel, en revanche, fixait intensément le bus garé. Elle ne savait toujours pas quoi faire de sa vie, mais cette ville n'était plus un endroit pour elle. Plus rien ne la retenait là-bas. L'idée de partir, de tout laisser derrière, elle semblait être la seule issue, et elle ne voulait pas être seule. La pensée de voyager dans une ville lointaine lui donnait l'impression qu'elle pourrait peut-être recommencer, retrouver un sens à sa vie. Peter, l'appelait-elle d'une voix basse mais pleine d'urgence, partons. Allons dans une autre ville. J'ai entendu parler d'un endroit où nous pourrions recommencer. Personne ne saura qui nous sommes et nous pourrions repartir sans le poids du passé. Peter la regarda, hésitant. Il pensait à sa mère, à ce qu'il avait perdu, et à l'idée de tout laisser derrière lui. Son cœur se serrait à la mémoire d'elle, mais il savait aussi que le poids de la solitude était insupportable. « Je ne sais pas, Rachel, dit-il d'une voix tremblante. Et s'il fait dangereux? Et si ma mère est toujours à ma recherche ?» La peur était toujours présente, comme une ombre constante. Il ne savait plus quoi croire. Rachel le regarda avec une expression dure, mais une tendresse cachée se cachait derrière son regard. « Ta mère ne te retrouvera plus, Peter, et tu ne dois pas être seul. Partons ensemble. J'ai trop vécu et toi, tu as encore une chance de faire quelque chose de mieux de ta vie. Nous devons simplement partir. » Peter resta silencieux un moment, regardant le bus lointain. Il regarda Rachel, qui semblait déterminée, plus forte qu'il ne le se sentait, et sa volonté d'aller de l'avant l'emportait sur la peur qui le dominait. Il pensa à ce qu'elle avait dit, la promesse d'un nouveau départ. Peut-être était-ce la chance qu'il attendait, peut-être méritait-il aussi d'essayer d'être heureux à nouveau. « D'accord, » dit-il finalement avec un soupir. Il regarda la porte du bus où le conducteur se préparait à partir et ressentit un mélange de nervosité et d'anticipation. Rachel esquissa un léger sourire, mais ses yeux portaient toujours la dureté de quelqu'un qui avait appris à survivre impitoyablement, les yeux vigilants tout autour. Rachel et Peter s'approchèrent discrètement du guichet. Ils regardèrent les affiches éparpillées autour, essayant d'évaluer le coût des billets. Ils n'avaient pas assez d'argent, mais ils possédaient quelque chose de bien plus précieux pour leur plan, la capacité de tromper. Rachel tira Peter de côté, dans un coin, et avec la rapidité de quelqu'un habitué à gérer des situations difficiles, commença à expliquer. « Nous allons faire semblant d'avoir déjà acheté les billets. Je vais faire semblant d'être quelqu'un qui a déjà été servi et tu feras semblant d'être mon fils, avec le visage le plus innocent que tu puisses montrer. Nous n'aurons pas besoin de payer, ils ne remarqueront rien. » Peter la regarda avec scepticisme, mais le plan semblait trop simple pour mal tourner. La peur de ce qui se passerait s'ils étaient découverts par la ruse le dérangeait toujours, mais il savait que c'était la seule chance de fuir cet endroit. S'ils réussissaient, ils seraient plus proches d'une nouvelle vie. Après un moment de préparation, ils s'approchèrent du comptoir. Rachel, avec un regard confiant, tendit un faux billet à l'agent et sourit d'une manière qui semblait naturelle. « Voici nos billets, » dit-elle en essayant de garder sa voix calme. L'agent jeta un coup d'œil rapide au billet, ne soulevant aucun soupçon majeur. « Très bien, allez-y. Le bus est sur le point de partir, » dit-il avec une indifférence qui fit presque détendre Rachel. Leur cœur battant la chamade, ils montèrent les escaliers du bus en essayant de contrôler leur anxiété. L'odeur de sueur et de poussière était forte, mais Rachel savait qu'elle ne pouvait pas le montrer. L'espace exigu et inconfortable ne faisait qu'accentuer l'inconfort de Peter, mais il se concentra sur la promesse d'un avenir lointain. Il savait que même si ce bus était un symbole d'évasion, il serait aussi un moyen d'atteindre quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Lorsque le conducteur démarra le moteur, le rugissement du moteur résonna dans les oreilles de Peter. Le bus suivit la route, laissant derrière lui ce qui restait de leurs anciennes vies, les menant vers un avenir inconnu, mais au moins ensemble. Le chemin à venir était incertain, mais à ce moment-là, l'espoir semblait être la seule chose qui les poussait à avancer. Le bus continua sa route, ses pneus coupant à travers la nuit silencieuse.
Alors que les lumières de la ville s'éloignaient de plus en plus, à l'intérieur du véhicule, l'atmosphère était étouffante et inconfortable, mais pour Peter et Rachel, c'était le seul endroit où ils pouvaient se sentir un peu plus en sécurité. Leur destin les menait vers un avenir incertain, mais au moins ils étaient ensemble. Cependant, Peter ne pouvait pas arrêter de penser aux mots de Rachel et à ce qu'il avait laissé derrière lui. Il regarda par la fenêtre, les rues sombres passant rapidement. Le désir de retrouver sa mère serrait sa poitrine et la douleur de l'abandon devenait plus claire. Soudain, il ne put plus se retenir. La voix emprisonnée en lui, « J'étais tellement ignorant avec ma mère. » Peter dit d'une voix étranglée, se tournant vers Rachel, les larmes aux yeux, toujours incertain de comment gérer tout ce qu'il ressentait. « Je me suis battu avec elle pendant si longtemps et maintenant elle n'est plus là pour moi. » Rachel resta silencieuse un moment, ses yeux perdus dans l'obscurité extérieure. Ces mots de Peter semblaient faire écho à sa propre douleur. Elle aussi ressentait l'absence de sa fille, le vide immense qui avait envahi sa vie depuis la perte. La douleur de perdre un enfant était inégalée et ces mots de Peter lui rappelaient sa propre tragédie. « Je manque aussi ma fille », finit-elle par dire, sa voix rauque après tant de silence. Elle regarda Peter, essayant de dissimuler la vulnérabilité que cette conversation faisait ressortir. « Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, mais tu ne peux pas porter ce fardeau seul. Si un jour, tu peux me pardonner de ne pas avoir été la mère que j'aurais dû être, mais je prendrai soin de toi, Peter, je te le promets. » Peter la regarda, confus, mais quelque chose dans sa façon de parler le toucha profondément. Il voulait croire ses mots, croire qu'elle tenait vraiment à lui. Il essuya les larmes avec la manche de sa chemise, essayant de cacher la peur et la tristesse qui se mêlaient en lui. « Tu prendras soin de moi ?» demanda-t-il, sa voix pleine de désespoir. « Tu m'aideras vraiment ?» Rachel le regarda, et sans réfléchir, tendit la main. « Oui, je prendrai soin de toi. Ne t'inquiète pas, nous recommencerons dans l'autre état. Tout sera différent. » Peter ressentit un petit soulagement en entendant ces mots. Le poids qu'il sentait dans sa poitrine diminua un peu. Il savait qu'il était loin de chez lui, loin de tout ce qu'il connaissait, mais peut-être qu'avec Rachel, il y avait une chance de reconstruire sa vie. Il se rapprocha d'elle, ses yeux cherchant un peu de réconfort, et hésita un instant avant de se rapprocher encore. Rachel, incertaine de quoi faire, caressa simplement les cheveux de Peter avec une douceur qu'il n'attendait pas. La sensation de sa main sur sa tête était réconfortante, comme s'il pouvait oublier un instant ce qu'il avait perdu et redevenir un enfant. « Je serai avec toi, Peter, » dit-elle doucement. « Ça ira. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, le bus commença à décélérer. Ils arrivaient dans une ville inconnue et l'anxiété prit le dessus sur eux. Le véhicule s'arrêta et une voix froide résonna à l'intérieur du bus. « Départ immédiat, veuillez descendre. » Peter regarda Rachel, confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Le sentiment que quelque chose n'allait pas commença à grandir en lui. Avant qu'il ne puisse comprendre, 2 agents de sécurité apparurent dans l'allée du bus, ordonnant à tout le monde de descendre. Leur regard était impersonnel et autoritaire, sans aucun intérêt pour qui ils étaient en train de retirer du bus. Rachel sentit une tension dans son cœur. « Que font-ils ici? Qu'est-ce que tout cela signifie? Vous deux, descendez maintenant, » ordonna l'un des gardes en pointant directement Rachel et Peter. « Mais nous n'avons nulle part où aller, » tenta de protester Rachel, se sentant désespérée. « S'il vous plaît, nous voulons juste rester ici jusqu'à l'aube, nous ne nous soucions pas de votre situation, » répondit le garde froidement, commençant déjà à les pousser hors du bus. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici, vous devez partir maintenant, » ajouta-t-il. Avant que Rachel et Peter ne puissent réagir, les gardes les traînèrent hors du bus comme s'ils étaient des objets sans valeur. L'obscurité de la nuit les enveloppa, mais la peur et la confusion à l'intérieur de Rachel étaient encore plus lourdes. Le bus, qui semblait être une solution pour échapper aux lumières dures et aux humiliations, révélait maintenant sa véritable nature. Un tremblement parcourut son corps alors qu'elle essayait de comprendre la situation, mais les mots des gardes résonnaient dans son esprit, indésirable ici. Avec leur cœur battant la chamade, ils furent poussés dehors et emmenés dans un endroit où l'obscurité semblait encore plus dense. Rachel ne comprenait pas comment quelque chose d'aussi simple qu'un transport vers une nouvelle ville pouvait se transformer en un piège si cruel. Les gardes les conduisirent à une immense maison avec de hauts clôtures et des portes en fer. À leur arrivée, Rachel ressentit une sensation de claustrophobie envahir son esprit. L'endroit ne ressemblait pas à un abri, mais à une prison. L'odeur de terre humide et la froideur des murs de pierre n'arrangeaient que son inconfort déjà présent. La porte de la maison claqua derrière eux, avant qu'ils ne puissent demander ce qui se passait,
un homme sévère apparut, les fixant d'un regard froid et impassible. « Vous allez travailler maintenant » dit-il sans donner plus d'explications. « Vous n'avez pas le choix. Si vous obéissez, vous aurez à manger, sinon, ce qui se passe ne dépend pas de moi. » Rachel voulut crier, demander des réponses, mais quelque chose dans la voix de l'homme la fit taire. Elle réalisa qu'à cet endroit, toute résistance pourrait être fatale. La peur était visible dans les yeux de Peter, qui essayait de la suivre du regard avec une expression anxieuse, mais Rachel savait qu'à ce moment-là, la seule chose qu'elle pouvait faire était de le protéger. Elle fut séparée de Peter, forcée d'aller d'un côté de la maison tandis qu'il était poussé de l'autre. Le désespoir prit Rachel, mais elle n'eut pas le temps de protester. Le travail était ardu et sans explication. Les heures s'égrenaient et elle sentait son corps devenir de plus en plus fatigué, ses mains douloureuses de l'effort. Au fil des jours, il n'y avait pas de repos, pas de mots gentils, seulement du travail sans fin. Le temps passait et une année s'écoula comme une séquence d'ombres. Avec Rachel et Peter forcés de travailler d'un coup à l'autre, Rachel ressentait l'absence du garçon tout le temps, une douleur dans sa poitrine qu'elle ne pouvait soulager. Elle essayait de se concentrer sur ce qu'on lui demandait de faire, mais le désir de Peter ne la laissait pas en paix. C'est alors qu'elle entendit quelque chose à travers les murs fins de la maison, ce qui alerta Rachel. Il parlait d'un garçon travaillant dans la maison voisine. Le cœur de Rachel s'emballa. Pourrait-il s'agir de Peter? Elle ne pouvait pas le croire, mais quelque chose en elle l'incitait à agir. Au cœur de la nuit, profitant d'une faille de sécurité, elle réussit à sortir. Elle utilisa un épingle à cheveux qu'elle avait trouvé dans un coin de la maison pour déverrouiller la porte. Son esprit était concentré, déterminé à trouver Peter. Elle courut dans les rues, traversant des ruelles et des zones inconnues. Son cœur battait la chamade et elle ne savait pas ce qu'elle ferait quand elle le trouverait, mais elle avait besoin de le voir, de savoir qu'il était vivant et en bonne santé. Après ce qui sembla une éternité, elle arriva devant une maison voisine. À travers la fenêtre, elle vit une silhouette familière. Il était là. Peter, le garçon qu'elle aimait tant, nettoyait la maison voisine avec les cheveux en désordre et un regard fatigué. Il semblait vieillir sous les yeux de Rachel. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Le garçon qu'elle avait sauvé de la souffrance était maintenant piégé dans une vie de travail forcé, tout comme elle. Une vague d'émotion envahit Rachel. Elle voulait courir vers lui, le serrer dans ses bras et l'emmener loin de là, mais elle savait que ce ne serait pas facile. Incapable de s'approcher, elle se retira, cherchant un moyen de sortir de ce cauchemar. Cette même nuit, alors qu'elle essayait de réfléchir à quoi faire, elle fut de nouveau enfermée dans la maison où elle était confinée. Mais Rachel n'abandonna pas. Elle utilisa l'épingle à cheveux qu'elle avait réussi à obtenir pour ouvrir la porte une fois de plus. De nouveau dans la rue, elle ressentit le soulagement d'être enfin libre, mais la peur l'accompagnait à chaque pas. Elle courut dans les rues, essayant de se repérer. Après quelques pâtés de maison, elle atteignit un magasin de coin. Quelque chose d'inattendu se produisit. Elle vit Caroline, la mère de Peter. Elle était dans un coin du magasin, achetant des provisions avec une expression fatiguée. Elle ressentit sa douleur et une chose qu'elle découvrit la laissa choquer. Rachel retourna à l'endroit où Peter se trouvait. Elle frappa à la fenêtre et Peter se réveilla. Elle ouvrit la fenêtre et sauta à l'intérieur. Il était effrayé et son cœur battait la chamade. En aidant Peter à se relever, il était toujours confus, les yeux gonflés d'épuisement et d'incrédulité. Elle tenait fermement ses mains, transmettant la petite sécurité qu'elle pouvait rassembler à ce moment-là. « Peter, je dois te sortir d'ici maintenant. Nous n'avons plus de temps. J'ai vu ta mère, Peter. Elle est vivante et ici, dans la ville. » La réaction de Peter fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent et il tenta de se lever subitement, mais ses jambes fléchirent. Rachel le soutint, l'aidant à se tenir debout. « Maman? Es-tu sûre? Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas venue me chercher ?» Sa voix vacillait entre l'espoir et la douleur, comme s'il était piégé entre la croyance et la peur de se faire à nouveau blesser. Elle ne pouvait plus perdre de temps à tout expliquer. « Oui, Peter, je l'ai vue dans un magasin d'alimentation, mais nous devons partir d'ici maintenant avant que quelqu'un ne nous voie. Je te dirai tout plus tard, mais fais-moi confiance, elle te cherche désespérément. » Peter, toujours hésitant, hocha lentement la tête. L'espoir commençait à briller dans ses yeux malgré son visage sale et fatigué. Rachel tira doucement son bras, le conduisant prudemment vers la porte de la cuisine. Le silence dans la maison était absolu, sauf pour le léger bruit de leur respiration. La peur les accompagnait à chaque pas, rendant tout plus difficile. Alors qu'ils marchaient dans le couloir sombre, un craquement soudain fit que Rachel se figea.
La porte arrière s'ouvrit lentement et des pas lourds résonnèrent sur le plancher en bois. Elle poussa Peter derrière le comptoir, lui faisant signe de rester silencieux. L'un des hommes de la maison entra dans la cuisine, ses yeux alertes comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Il se dirigea vers la table, s'arrêtant pour regarder autour de lui. Le temps semblait s'étirer tandis que Rachel et Peter retenaient leur souffle, essayant de ne pas faire de bruit. L'homme resta là pendant de longues secondes, mais heureusement, il finit par partir sans rien remarquer. Dès que le bruit des pas disparut, Rachel murmura à Peter, « Maintenant, allons-y ». Ils coururent aussi prudemment que possible, quittant par la porte arrière et entrant dans les rues sombres de la ville. Le froid mordant les enveloppa immédiatement, mais aucun des deux ne s'en souciait. Rachel tenait la main de Peter si fermement que ses doigts commençaient à lui faire mal, mais elle ne pouvait pas lâcher prise, pas maintenant. Peter la regarda avec un mélange de peur et de confiance, comme s'il voyait enfin quelqu'un prêt à se battre pour lui. Après avoir couru un moment, Rachel s'arrêta pour reprendre son souffle. Elle se tourna vers Peter, qui respirait lourdement mais semblait soulagé d'être sorti de cette maison. Le moment de calme fut cependant brisé par l'urgence des mots que Rachel devait dire. « Peter, avant que nous n'allions plus loin, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le garçon la regarda avec curiosité, essuyant la sueur de son front avec la manche sale de sa chemise. Rachel hésita un instant, mais savait que c'était nécessaire. « Peter, je ne sais pas comment te le dire, mais Caroline, ta mère, n'est pas seulement ta mère. Elle est aussi ma sœur. » Les mots sortirent lourdement, comme s'ils étaient alourdis par le poids du passé de Rachel. Les yeux de Peter s'écarquillèrent et il fit un pas en arrière, la regardant avec incrédulité. « Quoi? Comment ça? Ça n'a aucun sens. Tu inventes ça maintenant? Pourquoi? » Il semblait lutter contre l'information, comme si son esprit refusait de croire quelque chose d'aussi inattendu. Rachel soupira, baissant la tête un instant avant de le regarder à nouveau. « Ça a du sens, Peter. J'ai fui le domicile familial il y a de nombreuses années, quand Caroline était encore petite. Je n'ai jamais rien dit à personne parce que j'avais honte, peur. J'ai fait des choses terribles dans ma vie et j'ai perdu contact avec ma famille. Mais quand je t'ai trouvé, quelque chose en moi a changé. Maintenant que j'ai vu Caroline, j'ai réalisé que je ne peux plus fuir la vérité. Elle est ma sœur, ce qui fait de toi mon neveu. » Peter secoua la tête, essayant de comprendre ce qu'il entendait. « Si c'est vrai, pourquoi n'as-tu jamais essayé de lui parler? Pourquoi as-tu laissé les choses en arriver là? Je ne comprends pas, » dit-il, sa voix mêlant douleur et frustration. Rachel, les larmes aux yeux, répondit honnêtement. « J'avais peur, Peter. Peur d'affronter mon passé, peur que Caroline me déteste pour ce que j'ai fait. Mais maintenant, ce n'est plus important. Tout ce qui compte, c'est te sauver et te ramener auprès d'elle. » Peter continua de regarder Rachel, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions conflictuelles. Finalement, il hocha lentement la tête, comme s'il décidait de la croire. « D'accord, mais nous devons vraiment partir d'ici. Ils vont nous chercher et s'ils nous attrapent, ce sera encore pire. » Rachel sourit légèrement en touchant délicatement son visage avec précaution. « Tu as raison. Trouvons Caroline ensemble. » Ils commencèrent à marcher à nouveau dans les rues, leurs pas désormais plus déterminés malgré la peur qui les entourait. Tous deux sentaient qu'ils étaient plus proches de la liberté. Rachel savait que le chemin serait long et plein de dangers, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de faire ce qu'il fallait pour Peter. La simple pensée de revoir sa mère était suffisante pour continuer, même sans comprendre pleinement tout ce que Rachel avait révélé. Ils étaient ensemble dans ce voyage et c'était tout ce qui comptait. Rachel tenait fermement la main de Peter tandis qu'il courait à travers les rues désertes. Le vent froid du petit matin fouettait leurs visages et leur respiration lourde était le seul son qui remplissait le silence inquiétant. Le marché que Rachel avait repéré auparavant apparut enfin devant eux, mais à leur arrivée, tout était vide. Les lumières étaient éteintes et les portes fermées. Peter regarda autour d'elle, le désespoir commençant à la prendre. « Elle est là, Rachel. Je le jure, elle est là. Pourquoi n'est-elle plus là ?» Sa voix tremblait, mélangeant épuisement et peur. Rachel, bien que frustrée comme il l'était, tenta de rester calme. « Peter, nous la retrouverons. Si elle est ici, elle doit vivre à proximité. Peut-être que quelqu'un sait où elle est. Allons frapper à quelques portes ou chercher un endroit qui pourrait nous aider. » Peter hocha la tête à contre-cœur, bien que son visage montrait à quel point il doutait du plan. Ils commencèrent à marcher à nouveau, frappant aux portes de quelques maisons à proximité. Cependant,
La plupart des portes restaient fermées et les quelques personnes qui répondaient semblaient trop suspicieuses pour offrir des informations. Après presque 1 heure de recherches infructueuses, Peter s'effondra sur un banc de parc, le visage dans les mains. « Nous ne la trouverons jamais, Rachel. Je ne sais même pas où nous sommes. Cette ville ressemble à un labyrinthe et je ne suis même pas sûr qu'elle y habite. Peut-être me suis-je trompé. » Rachel s'assit à côté de lui, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Peter, tu as vu ta mère? Moi aussi, je l'ai vue. Ce n'était pas une erreur, mais nous avons besoin d'aide pour la retrouver et nous ne pouvons pas continuer seuls. Je pense qu'il est temps d'aller à la police. » Peter leva rapidement les yeux, la panique évidente. « La police? Et s'ils ne nous croient pas? Et s'ils nous renvoient à cette maison ?» Rachel lui posa les mains sur les épaules, regardant profondément dans ses yeux. « Peter, c'est notre seule chance. Nous devons avoir confiance qu'ils nous écouteront. Nous leur parlerons de la maison, des personnes qui y sont piégées. Peut-être qu'ils pourront faire quelque chose, et espérons-le, nous pourrons aussi retrouver ta mère. » Sans alternative, Peter accepta et les deux commencèrent à marcher vers le poste de police le plus proche que Rachel avait repéré en fuyant la maison. Le petit bâtiment faiblement éclairé ne semblait pas très accueillant, mais il n'avait pas le choix. Rachel poussa la porte avec hésitation et le son des pas et des voix résonna dans l'endroit. Un officier à l'air fatigué, en uniforme froissé, leva les yeux du comptoir. « Que voulez-vous à cette heure ?» La voix de Rachel, ferme, répondit. « Nous avons besoin d'aide. Nous venons d'un endroit où ils réduisent des gens en esclavage. Des personnes sont retenues contre leur volonté, travaillant sans repos, et ce garçon a été emmené là-bas. J'ai réussi à le sortir, mais il y en a beaucoup d'autres piégés. » L'officier plissa les yeux, les analysant attentivement. « Pourquoi devrais-je vous croire? Avez-vous des preuves de cela ?» demanda-t-il. Peter, indigné, fit un pas en avant. « Vous pensez que nous inventons cela? Regardez-moi, regardez-nous. Pensez-vous que je suis ici pour m'amuser ?» L'officier se gratta la tête, visiblement mal à l'aise avec le ton du garçon. « Calmez-vous, gamin. J'essaie juste de comprendre la situation. Parlez-moi davantage de cet endroit. Où est-il? Combien de personnes y sont ?» Rachel intervint, expliquant en détail tout ce qui s'était passé dans la maison, des conditions inhumaines à la façon dont elle et Peter avaient échappé. Peter, toujours agité, ajouta des détails ici et là, essayant de convaincre l'officier de l'urgence de l'affaire. Après avoir tout entendu, l'officier soupira et fit signe aux deux de le suivre. « Vous devez attendre ici pendant que nous vérifions cette histoire et nous aurons besoin d'informations sur vous. Nom complet, âge, tout ce qui peut nous aider à retrouver votre famille. » Peter hésita un instant, regardant Rachel pour obtenir son approbation. Elle hocha la tête, l'encourageant. « Parle-leur, Peter. C'est ta chance de retrouver ta mère. » Le garçon commença finalement à parler, fournissant autant d'informations qu'il pouvait se souvenir. Pendant ce temps, Rachel observait les mouvements dans le petit bureau, ressentant un mélange d'espoir et d'anxiété. Vraiment il allait trouver une issue? La mère de Peter serait-elle retrouvée ou tout cela serait-il en vain? Elle ne le savait pas, mais elle était déterminée à continuer de se battre pour lui, quoi qu'il arrive. Après avoir vérifié les informations fournies par Peter, la police réussit à localiser la maison où Caroline vivait. Peter et Rachel furent invités à monter dans la voiture de police pour y être emmenés. En chemin, Peter gardait son regard fixé sur la fenêtre, son cœur battant la chamade. Les mots qu'il avait répétés pour s'excuser auprès de sa mère semblaient coincés dans sa gorge. Il regarda Rachel, qui gardait une expression sérieuse, presque distante. « Penses-tu qu'elle voudra toujours me reprendre ?» demanda-t-il, rompant le silence. Rachel soupira, cherchant des mots qui ne soient pas cruels. « Elle est ta mère, Peter. Les mères n'oublient jamais leurs enfants. Sois simplement honnête avec elle. » La voiture de police s'arrêta devant une maison simple mais bien entretenue, avec un petit jardin à l'entrée. Avant que Peter ne puisse sortir, Rachel attrapa son bras. « Allez, gamin. C'est ta chance. Ne la gâche pas. » Peter hocha la tête et courut vers la porte. Rachel resta dans la voiture, regardant à distance avec une expression chargée d'émotions conflictuelles. Peter frappa fort à la porte, son cœur battant presque hors de sa poitrine. « Maman, c'est moi, Peter. Ouvre, s'il te plaît. » À l'intérieur de la maison, Caroline, qui organisait des papiers dans le salon, se figea en entendant la voix de son fils. Elle courut vers la porte, l'ouvrant avec un mouvement désespéré. Son visage passa de l'incrédulité à l'émotion en quelques secondes. « Peter,
Ce fut tout ce qu'elle put dire avant de s'évanouir dans les bras de son fils. Peter, tout aussi ému, s'agenouilla à côté d'elle, tenant ses mains. « Maman, pardonne-moi. J'ai été idiot. Je n'aurais jamais dû fuir le domicile familial. Je suis tellement désolé pour tout. » Caroline le serra fort, comme si elle ne voulait jamais le lâcher. « Je ne veux pas de tes excuses, Peter. Tu es ici et c'est tout ce qui compte. Je t'ai tellement cherché, je pensais t'avoir perdu pour toujours. » Ils pleurèrent tous les deux dans les bras l'un de l'autre, les mots cédant la place aux émotions. Pendant ce temps, dans la voiture, Rachel observa la scène à travers la fenêtre, un petit sourire se formant sur ses lèvres. C'était un sourire amer de soulagement et de tristesse à la fois. Elle savait qu'elle avait fait la bonne chose en ramenant Peter, mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas de place pour elle dans cette réunion familiale. L'officier de police accompagnant Rachel lui dit « Rachel, pouvez-vous partir maintenant ? Je n'ai plus besoin de rester ici. » L'officier la regarda avec suspicion. « Êtes-vous sûr ? Ne voulez-vous pas entrer et dire au revoir au garçon ?» Rachel secoua la tête, regardant droit devant elle. « Non, c'est mieux ainsi. Il est là où il doit être. Je ne ferai que me mettre en travers du chemin. » L'officier haussa les épaules et démarra la voiture, commençant à manœuvrer pour partir. À l'extérieur, Peter réalisa que la voiture de patrouille était en train de partir et courut vers la porte. Il vit Rachel à l'intérieur, regardant droit devant elle comme si elle avait déjà dit silencieusement au revoir. « Rachel, attendez, ne partez pas !» cria-t-il en courant vers la voiture de patrouille. Rachel entendit le cri mais n'eut pas le courage de tourner la tête. Les mots de Peter semblaient la percer l'âme, chaque syllabe chargée de désespoir et d'affection qu'elle ne pensait pas mériter. Ses mains agrippaient le siège de la voiture si fort que ses jointures blanchissaient. D'une voix étranglée, elle murmura pour elle-même, comme pour justifier sa décision. « C'est mieux ainsi, gamin. Tu n'as pas besoin de moi. Je ne ferai que compliquer ta vie. » Malgré ces mots, le bruit des pas précipités de Peter et l'écho de son nom dans l'air la fit frissonner. La voiture commença à bouger et Rachel, toujours fixée sur la route devant elle, lutta pour garder sa contenance. Derrière, Peter courut désespérément, les bras étendus comme s'il pouvait attraper le temps et le faire s'arrêter. Ses jambes courtes et fatiguées ne faisaient pas face à la vitesse de la voiture de patrouille et il trébucha dans un moment de désespoir, mais se releva rapidement en criant le nom de Rachel une fois de plus. « Rachel, s'il te plaît, ne pars pas. » Le conducteur regarda Rachel dans le rétroviseur. « Êtes-vous sûr de cela ? Le garçon semble vraiment avoir besoin de vous. » Rachel ferma les yeux un instant, essayant de suffoquer la douleur qui semblait déchirer sa poitrine. « Il a sa mère maintenant, il n'a plus besoin de moi. » Elle continua de conduire, sa voix étant ferme mais intérieurement, tout s'effondrait en elle. Peter, réalisant que la distance entre lui et la voiture de patrouille ne faisait qu'augmenter, s'arrêta enfin au milieu de la rue, haletant, les mains reposant sur ses genoux alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Il regarda la voiture s'éloigner, des larmes coulant sur son visage sale. Il se sentit abandonné à nouveau, même s'il savait que Rachel essayait de faire ce qui était le mieux pour lui. « Pourquoi tu me quittes ?» murmura-t-il, comme s'il espérait qu'elle pourrait l'entendre, même de loin. À l'intérieur de la voiture, Rachel ne put plus retenir ses larmes. Elles coulèrent silencieusement sur ses joues sans qu'elle prenne la peine de les essuyer. La douleur dans sa poitrine était écrasante, mais elle se força à croire qu'elle avait fait la bonne chose. « Il ira bien maintenant », se répéta-t-elle, essayant d'ignorer le nœud dans sa gorge, mais au fond d'elle, elle savait que cette décision laisserait une cicatrice sur eux deux. Alors que la voiture tournait un coin et que Peter disparaissait de la vue, Rachel sentit comme si elle laissait derrière elle la seule bonne chose qu'elle avait faite depuis des années. L'image de son visage sale et désespéré était gravée dans son esprit, rappelant les souvenirs de sa propre fille qu'elle ne reverrait jamais. « Je n'ai jamais pu la protéger », pensa-t-elle alors qu'une nouvelle vague de culpabilité l'envahissait. Peter, toujours debout dans la rue, essuya son visage avec la manche de sa chemise et tenta de retenir les sanglots qui menaçaient de s'échapper. Il ne comprenait pas pourquoi Rachel partait, même si elle était dure et parfois froide, elle avait été sa seule protection durant ces jours difficiles. Peter sentait qu'il formait d'une certaine manière une famille improvisée et l'idée de la perdre le faisait se sentir seul à nouveau. Il s'agenouilla sur l'asphalte, les yeux fixés dans le vide, incapable de bouger. Dans la voiture de patrouille, le conducteur regarda à nouveau Rachel, qui resta silencieuse. « Voulez-vous que je vous dépose quelque part en particulier ?» Rachel secoua la tête, incapable de répondre tout de suite. Après quelques secondes, elle murmura finalement. « Dépose-moi où personne ne peut me trouver. »
Le conducteur haussa un sourcil mais ne posa plus de questions. Lorsque la voiture disparut dans la nuit, Peter resta immobile, les épaules affaissées comme si l'énergie de continuer avait disparu avec Rachel. Il voulait courir de nouveau, crier, supplier Rachel de revenir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Ces mots, qui avaient souvent semblé durs, sonnaient maintenant comme un réconfort perdu dans sa mémoire. « Tu n'as pas besoin de moi » avait-elle dit. Mais Peter savait qu'il avait besoin d'elle. Rachel, entre-temps, regarda une dernière fois dans le rétroviseur, ne voyant que l'obscurité de la nuit. Elle aurait souhaité, pour un bref instant, être sortie de la voiture et avoir serré Peter dans ses bras une dernière fois, lui avoir dit qu'il était important qu'elle tenait à lui. Mais la honte et la culpabilité pesaient plus que tout désir de réparation. Elle savait qu'elle n'était pas digne de rester dans sa vie. Lorsque le conducteur s'arrêta enfin dans un lieu éloigné, Rachel sortit, n'emportant avec elle que les souvenirs d'un garçon qui, pendant quelques instants, l'avait fait se sentir utile à nouveau. Le temps passa, apportant avec lui des changements que Rachel n'aurait jamais pu imaginer. En errant dans les rues avec Peter après avoir été déposée dans un endroit éloigné, elle trouva la force de reconstruire sa vie. Les jours n'étaient pas faciles, mais Rachel obtint un emploi de femme de ménage dans un petit magasin de vêtements. Malgré le salaire modeste, elle travaillait sans relâche, accumulant les heures supplémentaires chaque fois que possible. L'argent était serré, mais Rachel s'était engagée à changer son histoire. Chaque fois qu'elle recevait son salaire, elle en économisait une petite partie dans une vieille boîte en bois qu'elle avait trouvée dans la poubelle. C'était sa façon de s'assurer que cet argent aurait un but spécial, quelque chose qui donnerait un sens à ses efforts quotidiens. Et ce but était clair dans son esprit, acheter la poupée que sa mère désirait tant quand elle était jeune mais qu'elle n'avait jamais pu avoir. Rachel se souvenait bien des histoires que sa mère racontait sur son rêve d'une grande poupée aux cheveux blonds et à la robe en satin bleu, qu'elle avait vue dans une vitrine de magasin durant sa jeunesse. Cependant, avec tant de difficultés et de sacrifices, ce rêve s'était perdu avec le temps. Maintenant, Rachel voulait offrir à sa mère quelque chose qui symboliserait la rédemption. Même si elle n'avait pas eu une relation proche depuis des années, les mois passaient et Rachel économisait avec détermination. Elle évitait toute dépense superflue, sacrifiant souvent de petites envies comme une collation ou une boisson chaude les jours froids pour ne pas toucher à la boîte. À chaque pièce et billet accumulé, elle se sentait plus proche de son objectif. Le travail épuisant lui semblait moins lourd lorsqu'elle pensait à la joie qu'elle imaginait sur le visage de sa mère à la réception du cadeau. Un samedi matin, Rachel décida enfin qu'il était temps de faire l'achat. Elle compta l'argent dans la boîte pour la 1000e fois, vérifiant si elle avait assez. Le cœur battant, elle se rendit au magasin de jouets le plus proche. Dès qu'elle entra, ses yeux se fixèrent sur une poupée qui semblait tout droit sortie des histoires de sa mère, blonde aux boucles parfaites et robe bleu brillant scintillant sous les lumières du magasin. « C'est celle-là » murmura-t-elle pour elle-même. Avec un mélange d'émotion et d'anxiété, elle s'approcha du comptoir et pointa la poupée. « Combien coûte celle-là » demanda-t-elle. L'employé lui indiqua le prix et Rachel ressentit un immense soulagement en réalisant qu'elle avait suffisamment d'argent. L'employé emballa le jouet avec autant de soin comme si elle tenait un trésor. Avec la poupée en main, Rachel rentra chez elle en serrant le paquet contre sa poitrine. Chaque pas semblait plus léger, comme si le fardeau des années de douleur et de regret se dissipait enfin. À son arrivée dans sa petite chambre louée, elle plaça la poupée sur le lit et la regarda longuement. Un mélange de joie et de tristesse la submergea, la joie d'avoir enfin tenu une promesse silencieuse envers elle-même et la tristesse de tout ce qu'elle avait perdu au fil des ans. Dans les jours qui suivirent, Rachel commença à planifier comment offrir le cadeau à sa mère. Malgré la distance émotionnelle entre elles, Rachel croyait que ce geste pourrait être une première étape pour reconstruire leur relation. Même si sa mère n'acceptait pas ou ne comprenait pas la signification de la poupée, Rachel savait qu'elle avait fait quelque chose d'important. Elle emballa soigneusement la poupée dans du papier brillant, attacha un ruban doré autour et écrivit une simple note pour sa mère, qui n'a jamais cessé de rêver, même lorsque la vie nous a fait oublier comment rêver. Les mois passèrent et la vie de Peter et Caroline commença à se stabiliser progressivement. Les cicatrices émotionnelles de la séparation étaient encore présentes, mais mère et fils faisaient des efforts pour rattraper le temps perdu. Peter était retourné à l'école et Caroline faisait tout ce qu'elle pouvait pour compenser les moments où elle ne pouvait pas être aux côtés de son fils. Cependant, même avec le retour à la routine, il y avait quelque chose que Peter ne pouvait oublier, Rachel. Il se demandait toujours où elle était et s'il la reverrait un jour. Un matin ensoleillé, alors que Caroline préparait du café, un facteur frappa à la porte. « Il y a une livraison pour vous »
dit-il en remettant un grand colis avec une petite enveloppe. Peter courut à la porte, curieux, tandis que Caroline, avec un torchon à la main, observait la scène avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Qui a bien pu envoyer ça ?» demanda Caroline en fronçant les sourcils en fermant la porte. Peter était déjà assis sur le sol du salon, déchirant soigneusement le papier du colis. L'enveloppe était mise de côté alors qu'il se concentrait sur l'ouverture de la boîte. Lorsqu'il y parvint enfin, ses yeux brillèrent. À l'intérieur se trouvait une série de cadeaux soigneusement emballés. « Regarde ça, maman !» s'exclama Peter en brandissant une toute nouvelle voiture télécommandée rouge scintillante. « C'est exactement comme celle que j'ai toujours voulu. » Il appuya sur la télécommande et les lumières de la voiture clignotèrent comme pour l'accueillir. Surprise, Caroline prit l'enveloppe et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une main simple mais sincère. À Peter et Caroline, « J'espère que ce petit geste vous apportera des sourires. Peter, tu m'as tant appris sur le courage et la gentillesse, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Caroline, prends bien soin de lui car il a un cœur plus grand que le monde. Je ne peux pas être présente, mais je laisse un peu de mon amour ici avec toi. Avec amour, Rachel. » Caroline lut la lettre à haute voix et la pièce tomba silencieuse pendant quelques instants. Peter serra la voiture dans ses mains, les yeux brillants. « Elle ne nous a pas oubliés, maman. Elle se souvient de moi, » dit-il, la voix étranglée en regardant Caroline. Caroline poussa un profond soupir et s'assit à côté de son fils, posant une main sur son épaule. « Elle a bon cœur, Peter. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste, mais maintenant elle veut que nous avancions et nous devons respecter cela. » Peter ne répondit pas, mais serra la voiture contre sa poitrine comme s'il tenait un morceau de Rachel qu'il pourrait garder pour toujours. Alors que Caroline rangeait les autres cadeaux, y compris un livre de cuisine pour elle-même, Peter commença à jouer avec la voiture. Bientôt, des rires résonnèrent dans la maison, remplissant l'espace d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Malgré l'absence de Rachel, le cadeau avait apporté plus que des objets matériels, il avait apporté la certitude qu'elle tenait toujours à eux, même de loin. Ce jour-là, Peter et Caroline sentirent que la vie pouvait enfin recommencer. Les jours se transformèrent en semaines et Caroline n'arrivait pas à sortir Rachel de sa tête. La lettre avait réveillé quelque chose qu'elle avait essayé d'ignorer trop longtemps, le besoin de retrouver sa sœur et de corriger les erreurs du passé. Caroline savait que, malgré tout, Rachel avait fait quelque chose de noble en protégeant Peter, même lorsqu'elle était perdue dans sa propre douleur. Cet après-midi-là, alors que Peter jouait dans le jardin avec la voiture télécommandée que Rachel avait envoyée, Caroline était assise à la table de la cuisine avec une expression déterminée. Elle devait prendre une décision. Elle saisit un vieux carnet et commença à noter tous les endroits qui pourraient mener à la localisation de Rachel: refuge, église, communauté de soutien. Elle ne savait pas par où commencer, mais elle était déterminée à ne pas abandonner. Le lendemain, Caroline laissa Peter avec une voisine de confiance et partit à la recherche de sa sœur. Le cœur lourd mais porté par l'espoir, elle commença dans les quartiers les plus pauvres où elle savait que Rachel aurait pu essayer de recommencer une nouvelle vie. Elle parcourut des rues remplies de gens, scrutant chaque visage qu'elle voyait. Elle entra dans des refuges et parla aux bénévoles. Elle est brune, a les cheveux foncés, probablement attachés, et un regard profond comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. « Avez-vous vu quelqu'un comme ça par ici ?» demanda Caroline en montrant une vieille photo de Rachel. La réponse était presque toujours la même: « Non, désolé. » Jour après jour, Caroline visitait des lieux de plus en plus éloignés, ressentant fatigue et désespoir monter en elle. Cependant, chaque nuit, en rentrant chez elle et en voyant Peter, quelque chose en elle se rallumait. Le sourire de l'enfant et la façon dont il tenait la voiture avec soin comme un trésor rappelaient à Caroline que sa mission était plus grande que simplement retrouver Rachel. Un après-midi, après avoir visité sans succès un petit centre communautaire, Caroline s'assit dans un parc et commença à pleurer. Le poids de la recherche semblait insupportable et elle se demandait si elle retrouverait un jour Rachel. En essuyant ses larmes, une petite voix résonna dans son esprit, la promesse qu'elle s'était faite lorsqu'elle avait lu la lettre. Si elle ne pouvait pas retrouver Rachel, elle ferait tout son possible pour prendre soin de Peter et lui offrir la vie qu'il méritait. Avec cette pensée, Caroline décida de continuer la recherche, mais sans laisser cela consommer tout ce qu'elle avait. Elle rentra chez elle cette nuit-là, serra Peter dans ses bras et lui raconta des histoires de son enfance, y compris des moments qu'elle avait partagés avec Rachel. Elle était toujours si courageuse, tu sais. Rachel était du genre à affronter tout et tout le monde. Quand j'avais peur, c'était elle qui me tenait la main et me disait que tout irait bien, dit Caroline, les yeux brillants.
Peter écouta attentivement, absorbant chaque mot comme s'ils étaient des fragments de puzzle formant l'image de la femme qui avait sauvé sa vie. « Penses-tu que nous la reverrons, maman ?» demanda-t-il en tenant la voiture télécommandée dans ses genoux. Caroline poussa un soupir mais esquissa un petit sourire. « Je ne sais pas, mon fils, mais ce qui compte, c'est qu'elle est dans nos cœurs et tant que nous sommes ensemble, nous continuerons à nous souvenir d'elle et des bonnes choses qu'elle a faites. » Peter hocha la tête et cette nuit-là, avant de s'endormir, il dessina une image de Rachel sur une feuille de papier. Elle souriait avec Peter et Caroline à ses côtés. Il la laissa sur la table de la cuisine pour que Caroline la voie le matin. En regardant la scène, Caroline ressentit un mélange de tristesse et de gratitude. Peu importe où se trouvait Rachel, elle savait qu'elle faisait toujours partie de leur vie. Caroline fit une promesse silencieuse en regardant le dessin. « Si je ne peux pas te retrouver, Rachel, je promets de tout faire pour offrir à Peter une vie heureuse. Quand il grandira, il saura qu'il a eu une tante formidable, même si tu n'étais pas là. » La recherche de Rachel se poursuivit, mais Caroline comprit que la chose la plus importante était d'aller de l'avant avec amour et force, de prendre soin de Peter et de préserver les souvenirs de la sœur qu'elle admirait tant. Les mois passèrent et Caroline ne renonça jamais à la recherche de Rachel. Elle continua à explorer les quartiers, visiter des refuges et interroger dans les églises, mais toujours sans succès. Peter grandit, bien qu'il ressentît l'absence de Rachel, il trouvait de la joie dans les moments passés avec sa mère. Un matin ensoleillé, Caroline reçut un appel inattendu. C'était une assistante sociale travaillant dans un refuge éloigné. « Nous avons trouvé une femme qui pourrait être votre sœur. Elle travaille ici comme bénévole. Pourriez-vous venir confirmer ?» Caroline faillit laisser tomber le téléphone, submergée par l'émotion. Elle ne perdit pas de temps et partit immédiatement avec Peter. À leur arrivée, Caroline vit Rachel dans la cour, aidant des enfants à colorier des dessins. Rachel avait l'air en meilleure santé et plus sereine, mais portait toujours ce regard profond et résilient. Peter fut le premier à courir vers elle. « Rachel !» cria-t-il de joie. Rachel se retourna, surprise, et lorsqu'elle vit le garçon et Caroline, ses mains tremblèrent. « Peter !» chuchota Rachel, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Peter se jeta dans ses bras et Rachel le serra comme si elle ne le laisserait jamais partir. Caroline, les yeux remplis de larmes, s'approcha. « Je ne t'ai jamais abandonné, Rachel. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Rachel commença à pleurer, ressentant une vague de soulagement et d'amour qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Je pensais que je ne méritais pas d'être avec vous. Je pensais qu'il valait mieux être loin, » dit-elle. Caroline lui serra les mains fermement. « Tu as toujours fait partie de nous, toujours, et je veux que tu rentres à la maison. » Après ce jour, Rachel alla vivre avec Caroline et Peter. Les trois vies s'entremêlèrent de nouveau et ensemble, ils reconstruisirent une nouvelle famille. Rachel trouva un sens en aidant les autres, mais cette fois avec l'amour de sa sœur et l'affection de Peter à ses côtés. Caroline ouvrit un petit restaurant où Rachel aidait, et Peter continuait à jouer avec sa voiture télécommandée, se rappelant toujours comment Rachel avait changé sa vie. Le passé faisait toujours partie de leurs souvenirs, mais maintenant le présent était rempli d'amour, de pardon et de nouveaux départs. Ils savaient que tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Après avoir rejoint la vie de Caroline et Peter, Rachel traversa des moments difficiles mais décida de ne plus vivre dans l'ombre de sa douleur. Elle commença à travailler dans un refuge, aidant des enfants sans abri. Elle ressentait que, en aidant d'autres enfants, elle compensait la douleur qu'elle portait de ce qui était arrivé à sa propre fille. Au fil du temps, Rachel devint une figure inspirante au refuge, aidant des mères désespérées et des enfants vulnérables à trouver une nouvelle voie. Elle commença à étudier le soir et obtint un diplôme en travail social. Sa vie avait enfin un but plus grand. Un jour, en se promenant dans le parc, Rachel remarqua un groupe d'enfants riant et courant autour d'un homme qui semblait si en paix avec le monde qu'il attira son attention. Il était assis sur un banc, lisant une histoire à haute voix aux enfants qui écoutaient avec des yeux brillants. Touchée par la scène, Rachel s'arrêta pour regarder. Lorsque les enfants commencèrent à se disperser, l'homme la regarda et sourit de manière si naturelle qu'elle rougit. « Beau travail que vous faites », dit-il en pointant son badge que Rachel portait, indiquant qu'elle était travailleuse sociale. Surprise par l'approche, Rachel répondit timidement, « On dirait le vôtre aussi. » Les enfants semblaient ravis. Il se présenta comme Daniel, un enseignant dans une école communautaire de la région. La conversation commença là et il sembla que le temps s'était arrêté tandis qu'ils parlaient de leurs emplois, de leurs rêves et de leurs luttes. Au fil des mois, Daniel et Rachel se rapprochèrent. Il était patient,
attentionné et surtout respectait l'espace que Rachel avait encore besoin pour guérir des cicatrices du passé. Il ne la pressait jamais, restait simplement présent, montrant que le véritable amour n'avait pas besoin de se précipiter mais nécessitait plutôt de la constance. Rachel, qui pendant longtemps avait cru qu'elle ne méritait pas d'être aimée, commença à se laisser ressentir à nouveau. Lentement, le mur qu'elle avait construit autour d'elle commença à s'effondrer. Le jour où Daniel lui proposa fut simple mais plein de sens. Il l'emmena au parc où ils s'étaient rencontrés, apportant un petit bouquet de fleurs qu'il avait cueilli lui-même dans un jardin communautaire. « Rachel, dit-il en s'agenouillant, tu as transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as appris à voir la beauté même dans les cicatrices. Je veux marcher à tes côtés pour le reste de mes jours. Veux-tu m'épouser » Rachel, les larmes aux yeux, hocha simplement la tête, incapable de contenir le sourire et l'émotion qui la submergeait. Le mariage fut une célébration d'amour, de simplicité et de renouveau. La cérémonie eut lieu au refuge où Rachel travaillait, entourée des enfants qu'elle aidait quotidiennement. Les enfants décorèrent l'endroit avec des fleurs en papier faites à la main, et certains improvisèrent même des chansons pour animer la fête. C'était un environnement rempli de rire, d'espoir et de bonheur authentique. Daniel, aux côtés de Rachel, la regardait comme si elle était le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu dans sa vie. Même après leur mariage, Rachel n'oublia jamais Caroline et Peter. Lors de moments de silence, surtout à la fin d'une longue journée de travail, elle s'asseyait sur la chaise près de la fenêtre de son bureau et regardait la photo d'eux qui avait toujours été sur son bureau. C'était une simple photo, mais chargée de sens. Peter souriant timidement à côté de Caroline, avec un regard qui, bien que reflet des souffrances passées, portait encore une flamme d'espoir. Rachel sentait qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre connectés à elle. Ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient vécu ensemble, ne pouvait pas être effacé. Bien qu'elle sache qu'elle pourrait ne jamais les revoir, Rachel trouvait un réconfort silencieux à croire qu'ils méritaient aussi leur bonheur. Elle savait que sa réconciliation avec le passé lui avait permis de construire un avenir plein de sens et de but. Rachel avait affronté ses propres démons, ses douleurs les plus profondes et les erreurs qui la hantaient, et les avait transformées en force. Le travail qu'elle faisait aux côtés de Daniel n'était pas seulement un moyen de remplir ses journées, c'était une mission qui donnait un sens à son existence. Chaque enfant qu'elle aidait, chaque histoire de surmonter qu'elle voyait ravivait en elle la flamme que, même après tant de pertes et d'échecs, elle pouvait encore créer quelque chose de bon dans le monde. Elle savait que chaque petit acte de gentillesse était comme une graine plantée qui, un jour, pourrait éclore en quelque chose de beau et de transformateur. C'était sa façon de montrer sa gratitude d'avoir été sauvée, d'avoir retrouvé l'amour, d'une certaine manière, d'avoir contribué à construire un avenir pour les autres. Dans les années qui suivirent, Rachel et Daniel continuèrent à travailler sans relâche pour aider les enfants et les familles vulnérables. Ils ouvrirent un centre communautaire qui offrait bien plus qu'un soutien de base. C'était un lieu qui exsudait de la chaleur où les enfants trouvaient non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi l'opportunité de rêver à nouveau. Le centre proposait des cours de soutien scolaire, des ateliers d'art, surtout, des séances de thérapie qui aidaient chaque enfant à gérer leur traumatisme et à reconstruire leur estime de soi. Rachel devint une figure centrale de cet endroit, sa présence étant une source de réconfort pour les enfants qui couraient pour la serrer dans leurs bras lorsqu'ils la voyaient arriver. Elle les accueillait avec un sourire sincère, celui qui reflétait tout ce qu'elle avait surmonté pour être là, pour ses enfants. Rachel n'était pas seulement une travailleuse sociale, elle était une mère, une amie, un refuge sûr au milieu des tempêtes de leur vie. Chaque sourire, chaque mot de gratitude était un rappel que, bien que la vie soit pleine d'obstacles, il y avait encore de la beauté, de la gentillesse et des opportunités de nouveaux commencements. Avec le temps, Rachel découvrit également que le bonheur résidait dans les petites choses de la vie quotidienne. Les dîners simples avec Daniel et leurs enfants adoptés, les promenades dans le parc lors des après-midi ensoleillés, les conversations profondes sur les rêves qu'ils partageaient. À la fin d'une journée épuisante mais gratifiante, elle se sentait immensément reconnaissante d'avoir trouvé une vie de stabilité, d'amour et de contribution. Les moments les plus simples, comme aider un enfant à écrire ses premiers mots ou réconforter une mère en pleurs, devenaient des jalons dans son parcours. Mais Rachel savait qu'elle n'aurait jamais pu arriver aussi loin sans tous les apprentissages, les épreuves et la douleur qu'elle avait endurées en chemin. Chaque nuit, lorsqu'elle s'asseyait seule dans son salon avec une tasse de thé à la main, elle réfléchissait à combien elle avait changé. Rachel n'aurait jamais pu embrasser le présent si elle n'avait pas affronté son passé avec courage et compassion. En fin de compte, Rachel mena une vie épanouissante, entourée d'amour, d'impact et de but. Son parcours n'était pas seulement une question de surmonter des adversités,
mais de transformer la douleur en force, les erreurs en leçons et les cicatrices en souvenirs de résilience. Elle devint une preuve vivante que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Rachel était un exemple de la manière dont les connexions humaines, même celles nées au milieu du chaos et de la douleur, ont le pouvoir de guérir, d'inspirer et de transformer, apportant du bonheur là où il y avait autrefois du vide. Grâce à son dévouement envers les autres, elle découvrit que le véritable sens de la vie ne résidait pas seulement dans la poursuite de son propre bonheur, mais dans la capacité à faire une différence, à toucher les cœurs des autres et à être un phare pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Son histoire, bâtie sur des défis, des pertes et des apprentissages, devint un message d'espoir pour tous ceux qui l'entouraient. Rachel comprit que la véritable rédemption n'était pas un moment de grande révélation, mais une collection de choix faits au fil du temps. Chaque acte de gentillesse, chaque main tendue, chaque mot de soutien. En regardant en arrière, affrontant les erreurs qui la hantaient et embrassant les moments de victoire, Rachel put se pardonner complètement, non seulement pour les erreurs du passé mais aussi pour les rêves qu'elle avait dû abandonner. Avec cela, elle put avancer avec un cœur ouvert, certaine que son parcours, avec toutes ses imperfections, avait valu la peine. Elle n'oublia jamais Caroline et Peter, les souvenirs de leurs visages, les émotions qu'ils partageaient, les moments où ils trouvaient ensemble la force de continuer. Tout cela restait dans son cœur comme une encre émotionnelle, un rappel constant de sa connexion au monde. Cependant, avec le temps, Rachel se permit la paix qu'elle avait tant désirée. Elle comprit que l'amour ne signifiait pas s'accrocher mais laisser partir, avec gratitude et confiance que la vie suivrait son cours. Elle savait qu'elle avait rempli son rôle et que Peter était là où il devait être, entouré d'amour et de protection. Cette connaissance apporta à Rachel un réconfort silencieux, un sentiment de devoir accompli que peu de gens expérimentent. Son héritage ne se limitait pas au travail qu'elle faisait ou aux projets qu'elle fondait. Il était gravé dans les vies qu'elle touchait, les cœurs qu'elle aidait à guérir et les graines de gentillesse qu'elle plantait dans le monde. Les enfants qui couraient vers elle avec des sourires radieux, les familles qui trouvaient du soulagement grâce à son travail, les jeunes qui apprenaient à rêver à nouveau, ils portaient tous en eux une petite partie de Rachel, un reflet de sa compassion et de sa force. Elle savait que ses gestes, petits et grands, avaient le pouvoir de créer des vagues qui se propageraient pendant des générations. En fin de compte, Rachel comprit que les liens humains, avec toute la douleur, la complexité et la beauté qu'ils portent, sont ce qui rend vraiment la vie extraordinaire. C'est à travers eux qu'elle trouva un sens et un épanouissement, et avec cela, Rachel trouva enfin son bonheur. C'était un bonheur construit sur des fondations solides où le passé n'était pas un fardeau à oublier, mais une partie essentielle de l'histoire qui l'avait façonné. Le présent, à son tour, était un hommage constant à la force qu'elle avait découverte en elle-même, une force qui ne la quitterait plus jamais. Rachel savait que le bonheur n'était pas une arrivée mais un état d'être. C'était quelque chose construit sur les petits choix de la vie quotidienne, sur les rires partagés lors d'un simple repas, sur l'étreinte chaleureuse d'un enfant qui sentait sa protection, sur le sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle trouva la paix en réalisant que son parcours personnel s'était transformé en quelque chose de plus grand. Un chemin que d'autres pouvaient suivre, inspiré par la résilience et la capacité de transformer la douleur en amour. Ainsi, Rachel vécut ses jours avec un cœur reconnaissant, consciente que sa vie, avec toutes ses imperfections et ses triomphes, était la preuve qu'il y a toujours de l'espoir. En fin de compte, ce qu'elle laissa au monde n'était pas seulement l'impact de ses actions, mais l'exemple que même les âmes les plus blessées peuvent guérir, recommencer et s'épanouir. C'était, selon elle, sa plus grande réalisation.